Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 28 novembre 2017. Eh oui, en principe, les chiens fous sont supposés venir me rejoindre. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés. Jean-Marc est en train de travailler là-dessus. Et, non, pas encore. Ils ne sont pas encore arrivés. Mais ça ne saura tarder. Ils se battent dans le chenil, les chiens fous. Ils sont là, je pense. Je viens de les entendre un peu. Ça se peut-tu? Bon, hey, salut! Bonsoir, François Saint-Louis. Oui, comment ça va ce soir? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Et Claude est toujours là, j'imagine? Eh oui, je suis là, maître François. J'avais hâte de t'entendre. Ah oui, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'on était des colocs longtemps. Hein, oui, on était des colocs, mais j'aimerais vous lire un petit texte, les gars, en partant, si ça vous dérange pas trop. OK? Ça marche? OK, ça part comme ça. Merci en passant, Jean-Marc, de nous avoir connecté tout le monde ensemble, là, de façon assez rapide. Et je tiens juste à vous dire là, que je sais que vous avez eu des petits problèmes de son avec Bob, mais on va essayer d'arranger tout ça, mesdames et messieurs. Et puis, mais Jean-Marc me dit tantôt qu'il semblait avoir une piste de solution. Ceci étant dit, écoute bien ça, mon Claude Veilleux. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon annule sa présence au congrès de QS en fin de semaine. À sa grande déception, son taux de testostérone dépassait la limite permise par l'organisation. Heureusement, et c'est pas terminé. Heureusement pour lui, M. Mélenchon a obtenu les résultats de ses tests avant son départ de sa matrie, où il a été en mesure de récupérer... Où il a été... Écoutez, là, laissez-moi finir! C'est l'émotion. Où il a été en mesure de récupérer son matrimoine sans souci. Ce dépistage positif n'empêchera toutefois pas les dizaines de militants et militantes d'Enthousiasme de Québec solidaire de se masser les uns contre les autres pour assurer l'équité des genres dans les nombreuses prises de parole inclusives attendues pendant ce week-end. Les 20 micros B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z seront effectivement mis à la disposition des congressistes dont la première lettre du prénom n'est pas une voyelle afin de leur donner un espace de discussion sécuritaire et équitable. Si vos prénoms commencent par A, E, I, O, U ou Y, vous devrez soumettre vos propositions au comité d'évaluation mixte LGBTQR2D2 WWF-WD40 au préalable afin de s'assurer que votre prise de parole ne brime pas la diversité irique des prénoms consonnes présentes au Congrès. Après tout, les voyelles ont occupé l'espace pendant 400 ans au Québec. Cette bidonnerie n'engage que moi et c'est signé Geneviève Tardy. Bravo, Geneviève. J'ai adoré ce petit... C'est bon. J'ai adoré ça. Bravo, j'adore. Écoutez, les boys. Claude. Oui. Est-ce que tu es un matriote, toi, ou un patriote? Je sais pas. Non, mais tu sais qu'on est rendu justement, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais si on n'avait pas eu nos petits problèmes de son, je pense que j'aurais réussi à déboucher sur ce sujet-là. Tu sais que, à part là, je dois féliciter Geneviève l'Obstineuse, hein, je pense que c'est ça, hein, Tardy, c'est Geneviève l'Obstineuse qu'on voit beaucoup sur le fameux réseau social. Ça, c'est un très bon texte, je pensais que c'était La Pravda, mais c'est même pas exagéré. C'est excellent. C'est même pas exagéré. Tu sais qu'on est rendu dans la pure folie avec cette gang-là. Et là, pour te dire, Manon Massé, là, ça m'a tellement pas surpris quand j'ai vu cette nouvelle-là, je pense que c'est hier soir, hein. Quand j'ai vu cette nouvelle-là sortir, qu'elle remettait en cause le mot patrimoine parce que trop masculin, tu sais que c'est un débat qui avait eu lieu cette semaine en France.
Et en France, tu as des gens qui sont sortis contre ça, mais parce qu'il y a une guerre là, entre, en ce moment, l'arrivée sur l'écriture inclusive entre l'État français et la ville de Paris. Et on voit comment ça fonctionne, c'est-à-dire la religion de Manon Massé, la religion de cette gauche-là intersectionnaliste. C'est-à-dire, sans réfléchir, François, c'est-à-dire, elle a vu ce sujet-là, elle l'a adopté, c'est-à-dire, elle a pris position pour son camp. Et là, ce que je t'annonce, François, c'est qu'il y a une guerre larvée entre deux factions de gauche. Je l'avais pressenti, mais là, je le sais de source sûre, entre la gang qui est finalement la gauche plus traditionnelle, ouvrière et syndicale, qui est représentée par Gabriel Nadeau-Dubois, et cela, soit dit en passant, qu'on aime ou pas Gabriel Nadeau-Dubois, là. Et la gang à Françoise David, qui est reprise par Manon Massé. Donc, ces deux factions... Moi, Claude, j'aurais appelé ça la gauche moustache. Oui, c'est ça. C'est François, il y a, à l'intérieur, finalement, il n'y a pas rien, nous, à l'extérieur du mouvement ou des partis de gauche qui sont écœurés, il y a les gens qui sont à gauche qui sont écœurés de passer pour des zouaves pareils, parce que tu sais que pour soutenir ça, ce genre d'idées-là, l'écriture inclusive et tout ça, la ségrégation raciale que cette gauche-là amène, c'est ça qui se passe, là. C'est le débat qu'on a en France en ce moment. Et de voir sortir Manon Massé tout de suite comme ça, c'est qu'elle sort justement dans cette optique-là, que sous le chapeau de cette gauche régressive-là, elle adopte tout sans réfléchir. Et là, ça commence à écœurer pas mal de gens à gauche et ça va commencer à chauffer même au sein de Québec solidaire. Ça va lui faire du bien. Tu penses que... Moi, je suis pas sûr. Moi, Claude, d'après moi, ça va être adopté à l'unanimité. Ça, en fin de semaine? Pense. Ah, oui. Ça se peut très bien, mais tu sais que c'est une minorité qui est agissante à QS, sauf que là, tu as des gens, parce que tu sais, la fondation même de Québec solidaire, c'est l'UFP avec le mouvement de Françoise David, là. Donc, ce mouvement-là est beaucoup plus actif. Mais dans la population, dans les gens qui ont des sensibilités à gauche, ces gens-là se reconnaissent pas là, et de moins en moins là-dedans. Donc, forcément, il est en train de se produire quelque chose. Je te dis, on est au début, peut-être pas en fin de semaine, on verra pas les résultats de cette pomme de discorde qu'il y a entre les deux mouvements de gauche, mais ça va venir. Oui, mais en France, c'est rendu comment ce débat-là? Parce qu'on dit que... Et j'aimerais aussi connaître l'opinion des autres gars dans les Laurentides, là, tantôt, mais Claude... Moi, je trouvais ça juste drôle d'entendre que ça vient de Manon Massé qui trouve un petit peu trop masculin venant d'elle. C'est comme un peu particulier. Je l'avais pas entendu, celle-là, mais là, c'est vraiment comique. Là. Pour répondre à la question de François... En France, c'est rendu où, ce mouvement-là? En France, là, la guerre est entre, en ce moment, l'État français, c'est-à-dire le ministre de Macron, là, puis la ville de Paris. Parce que, tu sais, c'est comme ici. Fais le lien avec Valérie Plante qui va commencer ses conseils municipaux, chacune des séances du conseil municipal, en déclarant que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Ça, là, ce qui est en train de se produire en France va se produire ici s'il n'y a jamais... Je suis pas en train d'idéaliser le gouvernement national français, mais comment ça va se terminer? Ça va être une guerre entre Montréal et l'État québécois. Moi, je le vois vraiment comme ça. À un moment donné, on n'aura pas le choix. S'ils n'arrêtent pas avec leur connerie, ce genre de gauche régressive qui sont surtout placés dans les grandes villes. Par exemple, en France, François, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé dans les métros, puis à mettre des toilettes sans genre. Et là, ça rue dans les brancards, mais Paris maintient ça. Paris maintient aussi l'emploi de l'écriture inclusive. Et donc, le national, c'est-à-dire le pays, Macron et compagnie, eux ne soutiennent pas ça. Donc, ce qu'on voit là va se produire un peu partout, dont ici. Ouais, à force de faire des conneries à Montréal, soit ça, si jamais on a un gouvernement qui se tient, ça risque même d'être une guerre qui peut aller jusqu'à, dans l'avenir, dans le futur, à une mise sous tutelle de Montréal. Je te le dis, ils vont faire des conneries. Ouais. Parce que ce qu'on voit en ce moment, là, moi, je parle à des gens d'affaires, François, là.
ils sont tous atterrés de voir la venue de Valérie Plante à la mairie de Montréal. Là, il se passe quelque chose. Les gens voient bien que c'est une gang de zouaves, d'imbéciles, d'illuminés qui sont en train de prendre le pouvoir des grandes municipalités comme ça. Donc, il se passe quelque chose en ce moment. Il y en a un. Moi, je peux te dire, il y en a un qui a milité au MSQ, c'est Benoît Doré, qui est président du comité exécutif. Lui, je peux te dire, il a un certain bon sens. Par rapport à ça, là, je sais pas, là, mais il reste une chose, puis écoute, le lendemain de son assermentation, j'ai entendu, il y a eu un problème, là, au métro Honoré-Beaugrand, puis on a mis le message en 2 langues, bilingues. Je sais pas, j'ai plus entendu de message bilingue, mais il reste une chose, c'est que écoute, moi je vais aller. Vous allez me dire que je fais du coq à l'âne, mais là, j'apprends ça. Tu m'apprends ça, Claude, qu'avoir commencé toutes ces réunions du conseil exécutif ou des réunions de la ville de Montréal. Juste cette semaine, François, ça, dans les médias, là, une de ses premières interventions qu'elle a faites. Là. Ouais, on ne s'appelle pas Guy Nantel, mais je veux pas revenir au sondage de Guy Nantel quand il fait ses sondages, là, quand quel pont ont pris Jacques Cartier pour s'en venir à Montréal. Là. Mais à Montréal, là, peux-tu me tromper, là, parce que t'es prof d'histoire, Christian? Les Autochtones, il y en avait à Montréal, mais il n'y avait pas de familles qui ont été fondées à Montréal. C'est plus à l'extérieur. C'était une île. Tu vas te dire... Tu vas transporter ta famille, tes enfants, ta femme, l'autre bord à Longueuil ou à Laval. C'était une île, Montréal. C'était quoi? Pour venir chasser Montréal à l'époque? C'était quoi? Ville-Marie ou Montréal, l'île? Il y a eu une courte période de temps pendant laquelle il y a des Iroquois du Saint-Laurent qui ont habité l'île, donc Hochelaga, là, OK, quand Cartier arrive à son 2e voyage en 1535, je pense que c'est au mois d'août ou septembre, il faudrait que je fouille pour retrouver la date exacte. Donc, il va se rendre à Hochelaga, va faire du commerce avec le chef sur place et par la suite quitte. Quand Champlain revient à Montréal et découvre l'île de Montréal, redécouvre l'île de Montréal autour de 1610, il n'y a aucune trace d'Hochelaga. Zéro ben barre, OK? Donc, il n'y a plus de traces d'occupation humaine sur l'île de Montréal depuis déjà un sacré bout de temps. Et les seuls Amérindiens qui habitent à proximité habitent sur la rive sud de Montréal et donc habitent la région de environ Longueuil. Et là, on parle des Aniers. Mais ils ne traversent pas à Montréal, sauf pour y chasser. Donc, et à partir du moment où les Français arrivent et viennent s'établir à Montréal, c'est généralement reconnu par les Algonquiens et par les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Et là, je ne parle pas des Mohawks, hein. Je parle à ce moment-là, par exemple, des Hurons, qui étaient des Iroquois. Il faut faire la distinction entre un Iroquois et un Iroquois dans le sens des Mohawks, comme on connaît sur nos réserves autochtones aujourd'hui, là. C'est pas les mêmes en tout cas, je peux te dire une chose. Quand j'ai assisté ou j'ai entendu pour la première fois Montréal, un territoire non cédé, pour moi, là, je sais que Claude est bon là-dedans. Pour moi, c'est une continuité du référendum de 1995 quand on a voulu faire... on a fait les menaces là, de séparer l'île de Montréal. Tout ça, c'est pour nous mêler à la caboche, nous mêler à la tête, non, Claude? Ah, clairement, c'est pour brasser les cartes, c'est pour brasser pour mêler les cartes, ça c'est clair, François. Faire de la merde, puis encore une fois, tu comptes les indépendantistes, Claude, d'après toi? Ben, écoute, en partant, c'est pas contre nécessairement les indépendantistes. Ici, ça s'applique comme ça. Mais c'est contre, finalement, les nations. Il y a une guerre contre les nations. Et on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur les villes. Quand on parle de mondialisme, quand on dit que la gauche, hein, on parle pas encore là, faut faire attention, pas ceux qui ont des sentiments de redistribution de richesse, nécessairement, là. Mais quand on parle que la gauche est l'idiote utile du mondialisme, en voilà bien la preuve. Par exemple, les gens qui ont le cœur porté sur la main, qui sont prêts là à dénoncer, par exemple, le pouvoir, les privilèges du blanc, quand ces gens-là sont portés à la défense de la veuve et de l'orphelin, ils ne savent pas, ces gens-là, automatiquement, sous quelle chapelle idéologique ils prennent leurs décisions. Mais quand Coderre est repris par Plante, bien entendu,
arrive avec des idées comme ça de territoire non cédé, c'est pour procéder à la dépossession nationale. C'est sûr qu'ici, ça s'attaque à nous, les indépendantistes québécois, mais c'est pas meilleur pour un nationaliste canadien, ce qui se passe là. C'est pas meilleur pour un Américain non plus. C'est pas meilleur pour un Français, eux qui sont déjà des pays. Donc, nous avons toute une petite clique ignare, puis c'est vraiment une petite clique ignare, là. Quand je le dis... Au contraire, ils sont convaincus, eux autres, d'être des petits Joe puis tout connaître, c'est ça, les autres qui est dans le champ. Tu sais sur quoi il s'appuie, François? Il s'appuie que tout ce qui a été écrit avant eux, d'accord? Ça a été écrit donc par des colonialistes, donc c'est pas bon. Sur tous les sujets, tu ne peux pas raisonner scientifiquement avec ces gens-là. Mais par contre, il n'y en a pas un sur la Terre qui voudrait m'affronter ici au micro. Je le détruis. Comprenez? Je l'explose en plein vol. Il n'aurait même pas le temps de déposer son cul sur la chaise que je vais montrer devant tout le monde que c'est un imbécile. Ils sont tous imbéciles. Et c'est ça que je te disais. C'est des mangeurs de soya. C'est des mangeurs voilà, de soya. François. Ce que je disais. Mettons, c'est des végétariens, disons. François Saint-Louis, on a mangé ensemble quand est-ce, là? Pas ça me dit aussi l'autre. Il y a 2 semaines. Eric a mangé des œufs en cachette. Là, ce que tu savais pas, ce que tu savais ou ce que tu savais pas, en tout cas, peu importe. Moi, je suis végétarien. Je le sais, c'est pour ça que je dis ça. Ça te vise directement au cœur, hein? Tu vois quand t'attaques Et Claude aime beaucoup quand je lui cuisine la bonne nourriture. Hein? Il fait de la méchante bonne salade de choux. Mais ça fait une différence. Son bacon est écœurant. Non, mais... Il n'y a pas de bacon dedans. Non, mais... Là, François, écoute, j'ai vu passer cette semaine, je sais pas si tu connais Joseph Watson, Paul Joseph Watson. Il fait toutes sortes de chroniques sur YouTube. Il est très connu, très suivi. Bon, il est un peu plus à droite, là. Mais écoute, des fois, il fait des capsules savoureuses. Et là, il en a fait une, ça s'appelle les Soy Boys. Donc, les gars au soya. Ouais. OK? Ouais. Et les gars au soya, ce que lui, il tend à démontrer, c'est que, et ça avec plusieurs études à l'appui, c'est que le soya, en tant que tel, vient booster le niveau d'ostrogène chez l'homme. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est un mythe, ça. Et ça, je peux te le démolir, ce mythe-là. C'est fort possible. C'est fort possible parce qu'il y a beaucoup d'hommes, quand leurs femmes ont un enfant... Chine, là, puis parle de ça à des Chinois qui mangent du soya. Oui, mais moi, ce que je veux te répondre... Ce que je veux te répondre à ça, c'est que c'est fort possible, c'est ce que Christian dit, parce qu'il y a beaucoup de gars que quand leur femme accouche, prennent un congé, maintenant, il faut pouvoir dire maternel, tu comprends? Fait que même si c'est un gars qui le prend, oui. C'est le gars. Mais non, mais moi, c'est parce que je m'appelle Manon Massé ce soir. Fait que. François, je t'aime. Je m'appelle Manon Massé, puis les hommes vont prendre des congés de maternité aujourd'hui, tu sais, des congés de maternité, puis là, ça va faire. Là, quand les femmes vont prendre leur congé, ça va être de maternité. Mais maintenant, les hommes vont prendre des congés aussi de maternité. Moi, je pense, peut-être de la vieille manière, de ça, mais quand un gars puis sa femme ont un bébé, le gars, faut qu'il aille travailler. M'excuse, là. Moi, quand j'étais à l'école, au cégep, puis là, ma femme a eu un bébé. Pas moi, ma femme a eu un bébé. Mais par contre, en tout cas, c'est ça. Là, j'avais pris comme une petite pause. Tu sais, j'avais dit, m'a profité un peu de ça pour prendre une petite pause à l'école. À un moment donné, il y a un de mes profs qui m'a ramené à la réalité. Il m'a dit, je sais bien que c'est bien beau avoir ton premier bébé, mais là, écoute-moi bien, là. Faut que tu fasses tes études, là, puis tu te grouilles le fond de culotte, là. Je m'excuse, là, mais c'est pas parce que tu as eu un bébé qu'on va te donner la session de même, là. Fait que les hommes, pour moi, quand il y a une famille, il faut qu'il aille à amener des sous à la maison. Ça, c'est peut-être mon vieux côté conservateur. C'est bien que t'es un réactionnaire, là. Non, mais je suis pas réactionnaire si je suis normal. Je suis normal. Écoute bien, moi, mon grand-père, il y avait deux. Mon grand-père, il a eu. Mon congé de paternité. Ouais. Va travailler. Vu la gang de manger de soya. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je l'avais, je le savais. Écoutez, j'ai un commentaire ici.
je ne sais pas, il a disparu, là, elle trouve ça extrêmement intéressante, la discussion que l'on a. Elle nous dit que c'est de la radio un peu comme elle n'a jamais vu. Fait que, vous savez, parfois, on fait des recettes en cuisine, puis on se trompe. Puis ça donne un maudit bon résultat. Ce soir, Steve Fortin n'étant pas capable d'être avec nous, Christian me propose, on peut faire un 15-20 minutes avec toi. Je dis, pas de problème, c'est beau, les gars. Fait que là, je vous dis une chose, là, on pourrait faire, par rapport à, disons, une absence involontaire de Steve, je vous dis tout de suite, là, prenez le temps d'y penser, faites comme vous voulez, mais je peux vous dire une chose. C'est que si on faisait un 4 heures de radio ensemble, à toi mardi, incluant probablement Steve Fortin, ça serait la radio, le soir de la radio la plus écoutée au Québec. Ça serait du jamais vu. Je vous le dis tout de suite. On va aller négocier ça. Va négocier ça avec la maternelle, là, puis tu vas voir. Il faut demander quand même des permissions, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, madame, peut-être monsieur le marquis maintenant. Ceci étant dit, je peux vous dire une chose. C'est complètement... Moi, je vous donne mon opinion, mais c'est que sur le côté de la proposition de Manon Massé, puis patrimoine, là, déjà, ça fait complètement réagir les Drainville de ce monde. Et je peux vous dire une chose, ça va être ridiculisé, mais je te dis que l'autre, ça va passer. Autre sujet que Jean-Marc m'envoie, dans des sources révélées par Bernard Drainville. Puis là, j'aimerais t'entendre, Claude, tout le monde, toute la gang, mais aussi Christian, parce que Christian, il a dit il y a quelques semaines qu'il voterait pour la CAQ. Ouais. Il y a des apparatchites du PQ qui se disent qu'ils vont voter pour la CAQ. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est fatigué de ce temps-là, là. C'est tout, là. Ça va se... Ah, mais il peut être représentatif de bien du monde au Québec, ce cher Christian. Puis, vous savez, moi, je dis, tu vois, regardez Marcel Tessier. Dans la moyenne médiane. Oui, mais regardez Marcel Tessier, un indépendant. Marcel Tessier, là, a dit, moi, j'y ai parlé après qu'il a dit qu'il voterait pour la CAQ dans son comté. Il me dit, je veux pas faire d'entrevue, mais François, tu me connais, je vais être aussi indépendantiste qu'avant, plus qu'avant, tant que longtemps que je vais être en vie. Mais il y a beaucoup d'indépendantistes qui vont voter pour la CAQ. Pourquoi? Est-ce que... Moi, j'aimerais vous entendre les 3, les 4 là-dessus. Le congrès du Parti libéral de cette fin de semaine-ci, et celui de la CAQ, là, qui est arrivé en même temps. Est-ce que c'est voulu? Je sais pas. On peut penser que oui. Mais ça a donné l'impression que les médias rapportent que ça va être une lutte à deux. C'est ce qu'on veut. Maintenant, il y a des fins finaux qui viennent nous dire, bon, quand les libéraux vont trouver que la CAQ va monter trop haut, vont pouvoir faire monter le PQ. Mais je peux pas voir comment le Parti libéral peut faire monter le PQ. J'essaye de trouver la manière, puis je suis pas capable. Les apparatchites. Ils vont appeler Radio-Canada pour... On a Eric qui voudrait te répondre. Vas-y, écoute, Eric. François, concernant Marcel Tessier, parce que je le connais, là, écoute, moi, je pense que ça a été pour lui, je pense vraiment, peut-être une façon pour fouetter les troupes, fouetter le Parti québécois, parce que je sais où il pense vraiment, là. Je pense que c'est, en tout cas, ça c'est mon point de vue, là. J'espère que ça va avoir l'effet escompté. Est-ce que ça va l'avoir? On va voir qu'est-ce que... Parce que je pense que au fil du temps, il sent beaucoup qu'au Parti québécois, parce qu'avant, il était souvent invité dans les événements du Parti québécois. Ils l'ont tassé. Puis Marcel, il est pas content de ça, puis je comprends. Mais écoute, je pense qu'il y a un peu de tout ça là-dedans. Mais Eric, ça va plus loin que ça. Écoute, moi, au mois de septembre, je l'ai contacté, je l'avais contacté à ce moment-là, et pour lui demander à M. Tessier de venir à l'école pour venir rencontrer mes élèves. Puis on a jasé un petit peu de politique, un petit 15-20, je te dirais, là, au téléphone, puis il m'avait dit à ce moment-là à quel point comme ça le pesait. Il est fâché. Il est vraiment très en colère. Il est pas content. Par rapport au Parti québécois.
puis à l'entourage là, du pouvoir. Et moi, il semblait me dire, écoute, moi, là, il pensait à s'abstenir de voter dans un premier temps à ce moment-là. Et moi, je pense qu'il est peut-être plus loin dans sa démarche. Moi, je pense qu'il est tiraillé parce qu'il y a un candidat au parti qui se présente dans les plans aux prochaines élections. Et il est lié vraiment avec c'est un jeune. Puis, écoute, en tout cas, je veux pas te dire des choses que je serais pas supposé dire parce que je sais pas je suis supposé de le dire. Mais bref, c'est pour ça que je pense que ça a été comme une entreprise peut-être pour fouetter les troupes. Puis je pense. C'est un jeune dans les plaines, ça, pour le PQ, tu parles? Oui. OK. T'as-tu le nom? Ben, c'est Marco Leblanc. Son lancement a été fait la semaine passée. Moi, je suis allé à son lancement. Monsieur Tessier n'était pas là, il était supposé être là. J'ai parlé avec un de ses bons amis qui était là sur place. Il m'a pas dit pourquoi est-ce que M. Tessier n'était pas là, mais j'ai d'autres informations que là, je peux pas nécessairement dire en nombre. Je peux pas nécessairement. Non, c'est correct. J'ai beaucoup de respect pour M. Tessier aussi. Là. Non, mais regarde, c'est un patriote, puis si lui pense ça, est-ce que la mayonnaise est prise, là, ou ben non, le PQ a encore le temps? Claude? Pour moi, c'est fini depuis longtemps. C'est fini. Pourquoi? Moi, contrairement à Christiane, je suis pas rendu à CAQ, là, mais je suis dans un bateau qui coule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme si je suis dans un bateau, puis j'arrête pas d'aller dire, par exemple, au capitaine depuis des années et des années que là, il faut pas aller dans telle direction parce que soit il y a une tempête, soit on s'en va directement dans le mur. Puis à chaque fois, c'est le contraire, on prend une position qui nous rend de plus en plus dans le mur. Moi, je te le dis, c'est la cruise à QS. C'est fini. Ah, bah oui. À partir du moment où on a entrepris la cruise à QS, moi, j'ai décroché. c'est fini. Et il y a un autre élément qui était très révélateur pour moi. Le dossier de mourir dans la dignité, même si tu vas me dire, oui, mais la majorité des Québécois sont pour ça, tout ça. Le fait que le Parti québécois, Véronique Yvon en tête, soit le parti le plus proactif dans ce dossier-là, me prouve par une symbolique très forte que ce parti-là veut mourir dans l'indignité. Mais tu sais, Claude, c'est à peu près ça qui se passe. Mais tu sais, Claude, si, admettons, Jean-François Lisée avait eu la stratégie de cruiser QS, puis démontrer, parce que ça a été démontré que Québec solidaire ne voulait pas faire alliance avec le Parti québécois. C'était l'argument. Et c'était l'argument. Sauf que, est-ce que là, c'est par la suite, il se passe rien? Non. Attends, il y a une chose que je peux te dire. Non, mais il faut vraiment que je te dise. Là. Toi, tu es en train de me dire que le fait de cruiser QS, il y avait une stratégie chez le PQ. Peut-être, je sais pas. Non, pas peut-être. C'est ça qu'il disait. C'est ce qu'il disait chez les péquistes. C'est-à-dire, on va faire la preuve en tendant la main à QS, puis ils la voudront pas. Hein, ils vont la retirer, donc ils vont refuser de faire alliance. Donc, la population va se rendre compte que QS, ça vaut pas de la merde. Et ce que je disais à l'époque, c'est que non, c'est la pire gaffe. Oui. C'était leur seul argument à ceux qui étaient pas nécessairement pour l'alliance, la cruise à QS. C'était une gaffe, et là, on le voit. C'est une gaffe. On le voit, là. Oui, ça l'est, clairement. C'est une gaffe, la gaffe la plus totale. Moi, je pense que la gaffe, c'est de la jouer encore QS puis multiculture un peu, là. Moi, je pense que c'est ça. Parce que démontrer ce qui se passe, comme moi, là, avec Option nationale. Tu sais, moi, j'ai dit, c'est fini, là. Je veux dire, si Option nationale va avec QS, c'est fini. Moi, j'ai plus d'affaires avec Option nationale. Ben, ça fait longtemps que c'est parti. Mais, François. Oui. François, est-ce que tu te poses la question sur le fait que, mettons, je sais pas moi, le PQ, s'il peut remonter un petit peu pour brouiller les cartes ou s'il va s'effondrer encore plus? C'est ce que je me demande parce que regarde bien. Hier, j'ai pris deux comtés. Moi, j'ai entendu hier à la radio, oui. Bon, Joliette et Berthier. Puis c'est quand même, tu sais, il y a une majorité de 6800 dans Joliette sur la CAQ. Et puis les libéraux ont 5600. Je sais que tu n'as qui m'as entendu, mais je vais le répéter pour que tout le monde, qu'on parle au même niveau. Là. Dans Berthier, bon, commençons par Joliette, 17 477. CAQ, 10 671. Majorité de 6800. Les libéraux ont 5600. Ce qui fait que les libéraux, à la dernière élection, ont eu 41%, puis ils ont eu 7600 avec 41. S'ils baissent à 35, ils vont baisser à 6000, mettons. Ces votes-là s'en vont à CAQ.
Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Bon. Oui, absolument. Bon, puis si les PQ a eu 17 000 avec 25 .4, puis ils ont 20, ben ils vont baisser de 17 000 à 14. Fait que, puis là, ces 3 000-là vont s'en aller à CAQ, plus les libéraux. Pour une des premières fois depuis son histoire, le PQ peut perdre Joliette puis Berthier. Voilà. Et là, ce que tu es en train de dire, François, c'est que tu prends un vaisseau amiral. Ben, pas un vaisseau amiral, mais tu prends un comté, un gros comté. Ben là, est-ce que je me trompe dans mon analyse, Claude? Non, moi, je pense pas. Non, je pense que tu es pile dedans. Puis, ça veut pas dire qu'il est perdu pour le PQ avec ton analyse, même à ça. Hein, mais ce que tu es en train de montrer, pour moi, qui est le plus pertinent, c'est le fait que, en faisant ton calcul qui est très, très plausible et qui est très conservateur pour moi, ben, ça montre que, imagine-toi, si le PQ devait aller perdre un comté qu'il n'a pas perdu depuis des années et des années et des années, imagine-toi les autres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que au PQ, quand on vote PQ, généralement, on peut pas voter ailleurs. Les autres partis vont nous puer au nez, tout ça. Et on vote, on pense voter pour un parti nationaliste. Imagine-toi, la preuve, ils sont en train de montrer que c'est un parti libéral bleu poudre. Ouais. Et plus les gens vont s'en rendre compte, plus ils vont être dédouanés moralement de dire, OK, je vais peut-être voter CAQ en me pinçant le nez. On n'est pas rendu là pour une bonne portion encore de nationalistes indépendantistes qui ont nulle part ailleurs pour aller. Et si tu te souviens, on peut remonter, on a fait des émissions ensemble, puis on le disait, toi et moi, François, c'est juste qu'il y a un noyau dur qui ne sait pas encore où aller. Puis avant de s'en aller, il veut s'en aller quelque part où ça a du bon sens. Puis là, il ne peut pas y aller. Donc, c'est ça qui va faire, qui va ralentir, c'est-à-dire la chute totale. C'est-à-dire, je ne vois pas le PQ se ramasser à 4 %. Par contre, tu n'as pas besoin de n'obtenir que 4 % pour tomber parti non reconnu à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que là, on joue dans ces eaux-là en ce moment. Et donc tu es en train de me dire que la chute peut se poursuivre. Oui, mais je pense pas qu'en termes d'électorat, on va descendre à 4 %. On peut rester, mettons, je sais pas moi, entre 16 et 22 %. Mais imagine-toi qu'à 16 % on ramasse rien. Ah non, c'est ça. À 16 % c'est fini. C'est fini, c'est game over, ça. Donc, il faudrait initialement que le Parti québécois soit minimalement dans les 26 en montant. Et si on se maintient à 20, ça veut dire qu'on peut descendre encore, pas à 4, mais on peut descendre en dessous de 12 députés. Puis avec la gouvernance du PQ qui assurée par l'Élysée avec PSPP, puis moi, je veux dire, faut absolument que le PQ tasse Plamondon, Saint-Pierre-Plamondon au mais il n'y a pas que lui. Lui, c'est une figure très orientée une figure à gauche, emblématique de... Mais moi, par exemple, je ne me reconnais dans aucune de ces personnes-là qui sont au PQ, là. Aucune. Il n'y a personne qui me dit... Ben, tu sais, objectivement, je peux te dire que politiquement, il y en a qui font la job. Quand on parle de l'appareil, je veux dire, Pascal Bérubé, j'aime bien comment il travaille son comté, son côté, comment il est bon en communication pour organiser. Oui, il est capable de... Tu sais, ça, je suis capable de lui reconnaître. Mais je veux dire, ce n'est pas un parti de bleu. Ce n'est pas un parti nationaliste. Et là, ce que je suis en train de te dire, François, c'est que quand on vote PQ, on a l'impression qu'on vote encore pour des bleus. Mais ce sont des bleus poudres. Je donnais l'exemple de mourir dans la dignité. Si c'est la seule chose que ce parti-là est capable de pousser, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux entendre du PQ. Je veux qu'il soit un parti nationaliste. Qui défendent les intérêts du peuple québécois, tabaslac. Et ils sont trop timorés, trop gênés là-dessus. Mais je pourrais juste rajouter, on est quand même, on parle de sondage, mais on se rappelle, il y a plusieurs années, quand c'était l'ADQ avant la CAQ, il y avait une montée comme ça. Ça avait fait, ça avait comme redescendu. C'est pas la même game, on est ailleurs. Je comprends, mais OK. On peut pas. Moi, je me fais l'avocat du diable. Je me fais l'avocat du diable. Jean-François Lisée. C'est bien facile à faire entre ADQ CAQ, là, mais je pense qu'il faut faire attention, on est vraiment ailleurs. Jean-François Lisée. Éric, OK. Même si je suis pas un fervent, là, Jean-François Lisée, je pense qu'en débat, il est pas mal plus solide que Couillard et François Legault. Attention, souviens-toi, Legault, il a joué le tout pour le tout, OK, et il y a eu une espèce de oomph qui s'est créé, qui non sellement a permis
de sauver le parti, mais en plus de ça, qui a redonné un deuxième souffle à la CAQ. Rappelle-toi, Jean-François Lisée, pendant la course à la chefferie du PQ, il était 3e, je crois. Il l'a joué un petit peu identitaire, et il s'est faufilé. Ouais, mais là, les identitaires... Je le sais, c'est une girouette, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pas rien qu'une girouette. Moi, ce que je veux il nous dire... l'en fera pas 2 fois. Il me l'a fait. Moi, j'ai voté pour lui. OK, tu comprends-tu, là? Puis je suis pas tout seul. On est une hostie de gang à avoir voté pour Jean-François Lisée, justement en se disant, c'est un fin stratège. Enfin, il a compris... Il a vu qu'en la jouant identitaire, il peut gagner des points, puis il peut gagner. Il va continuer comme ça. Il se fait élire. Il fait 2-3 petits moves un petit peu identitaires affirmés pour dire « Oh yes! » Après ça, c'est fini. Après ça, game over. Mais, je comprends ça, les gars, mais c'est Eric qui tu dis, parce qu'il ne faut pas que je mélange tous les noms, c'est Eric qui parlait de l'ADQ. Oui. Bon, écoute, moi, je pense qu'on peut pas tout savoir pour quelqu'un qui pogne le cancer de la prostate, puis l'autre qui pogne le cancer de la prostate en même temps. Il y en a un qui va vivre 10 ans, puis l'autre va mourir au bout de 2 mois. Tu sais. Tu peux pas recréer 2 fois la même chose. Et Legault, parce que je me souviens très bien du dernier débat, c'est vrai ce que Christian a dit, il a sauvé son parti, mais il a lancé une fuse. C'était, il y a un éléphant dans la pièce. Oui, c'est ça. Et là, ça, c'est le débat, mais je te ferai remarquer que chaque point, c'est des jalons. Hein, une campagne électorale, c'est des jalons. Le dernier jalon en date que le PQ a encore raté, c'est sur Netflix. La meilleure, je le dis, là, c'est plate, la meilleure position, ça a été celle du Parti libéral, même si c'était une position timorée. Le Parti québécois aurait dû vraiment saisir cette balle-là au bon pour s'en aller un peu contre ce mondialisme effréné, tout ça, puis dire que là, ça peut pas aller, on peut pas laisser tomber notre économie comme ça, puis faire une alliance avec ce qu'on appelle l'État bourgeois, en passant ce que fait Pierre-Carl Péladeau. Pierre-Carl Péladeau, sorti de la politique, j'ai vu l'allocution qu'il a donnée à la Chambre de commerce de Montréal. D'accord? Et il fait ça. C'est-à-dire, lui, il part à la guerre contre Netflix puis contre les Walt Disney de ce monde pour essayer de convaincre. Mais il y a des intérêts aussi là-dedans. Mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Il faut quand même le dire. Il y a Pierre-Carl Péladeau. Oui, mais c'est tout à fait normal. Je comprends, Claude. Mais là, tu parles de PKP québécois. Mais c'est normal. Quand tu es nationaliste, tu donnes le pouvoir à tes compagnies nationales. C'est-à-dire que moi, je regarde pas, là. Bombardier est mené par des fédéralistes. Mais c'est sûr et certain que si je suis politicien, même indépendantiste, je mise sur Bombardier, je les aide. Tu comprends? C'est ça qu'on ne comprend pas dans un certain petit cercle souverainiste. Donc, c'est sûr et certain que tu as une capitalisation pour Vidéotron de quelques milliards, et là, tu as des capitalisations qui sont au-dessus de 100 milliards pour plusieurs de ces compagnies-là. Puis là, le gouvernement fédéral arrive et dit « OK, ils n'auront pas besoin de payer de taxes, d'impôts, de TVQ. » C'était le rôle du PQ et non pas le rôle du Parti libéral de dire qu'ils vont récupérer la TVQ. Imagine-toi un PQ qui dit non, ça va faire. On va en profiter. Nous, on va prendre la portion de la TPS. Mais non, ils ont peur de passer des gens qui vont trop taxer. Ben, c'est le contraire. Dans ta même allocution, tu dis que tu vas les baisser les taxes ailleurs. Parce que c'est des vases communicants, ça. C'est n'importe quoi. Ce parti-là, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait ce qu'il ne faut pas faire depuis au moins 3-4 ans. Puis là, c'est en accélération depuis 2 ans. Moi, je te disais que ça fait plus que 10 ans. Là. On s'en passe depuis longtemps. Ouais, est-ce que depuis que Bernard Landry est parti, là, c'est-à-dire d'avoir mis André Boisclair, Pauline Marois, Pierre-Carl Péladeau, on peut discuter un bout de temps, là, mais puis là, Jean-François Lisée, qui pogne pas trop, j'ai parlé à quelques personnes, puis personne m'a dit, n'aime pas lui, des péquistes, là. Est-ce que les membres du PQ, puis je m'inclus là-dedans, là, sont de mauvais, disons, des gens des gens qui sont pas capables de choisir des bons chefs? Ben, attends une minute. Moi, je viens, moi, à l'époque, c'était le dauphin. Ouais, un à fois. Ben, moi, je me rappelle, parce que tu parles souvent de Bernard Landry, et je me rappelle à une époque, juste pour mettre en perspective, c'était à peu près en 2003-2004, j'avais rencontré dans
conseil national des jeunes. Là, je pense que j'étais au cégep à Saint-Jérôme. Et j'avais dîné avec lui avec plusieurs jeunes parce que je faisais partie du comité régional des jeunes à l'époque. Même j'étais un des plus vieux, j'avais je pense à 30 ans à l'époque. J'étais un des plus vieux des plus vieux jeunes. Et j'avais posé une question claire à M. Landry. Je dis, M. Landry, pourquoi est-ce que l'argent qu'on envoie à Ottawa, pourquoi est-ce qu'on la garde pas au Québec? Et j'ai été très étonné dans la réponse que M. Landry m'a donnée. Il m'a dit, c'est parce que c'est pas légal. Tu sais, fait que on est dans cette optique-là du Parti québécois, là, et un de ses conseillers, c'était Maxime Bernier à l'époque. Tu sais, à un moment donné, là, il faut regarder tout ça. La semaine dernière qu'on a eu cette moi, j'allais dénoncer. Moi, je dénonçais ça à l'époque. On va demander à François Bénard de nous mettre la toune de Maxime Bernier. Ah oui. Mais c'est ça. Il y avait le gars aussi avec le nœud papillon qui était dans le train, là. Ouais. Le PQ a jamais eu de stratège. Je me souviens pas, j'ai pas connu Jean-Roch Boivin. Je pense que Jean-Roch Boivin, je l'ai connu là, de nom, mes parents l'ont connu. Mais c'est le conseiller politique, l'attaché politique de René Lévesque. Mais je sais pas, au niveau stratège, là, le PQ, je peux pas, j'en connais pas. Écoute, des vrais stratèges, là, puis là, qu'on comprenne pas André Boisclair et Pauline Marois comme des stratèges. Là. Ça rentre pas dans ma tête. Puis Pierre-Carl Péladeau, il voulait bien faire le gars. Mais c'était peut-être trop tôt pour lui. Là. C'était trop vite arrivé, la chefferie. Bon, Lisa avait raison à un moment donné, dit on va vivre le moment Péladeau. Mais il reste une chose, c'est que je me souviens des propos que Claude a eus à l'endroit de Pierre-Carl Péladeau, assez durs. Mais il reste une chose, c'est que la stratégie au PQ, là, on sait que la dernière élection a été déclenchée par Pauline Marois par le simple fait, puis vous vous souvenez, hein, elle venait de déposer un budget, Marceau venait de déposer un budget, et il y a un gars, je me souviens plus du nom, qui a passé à la commission Charbonneau, qui voulait amener son mari, puis elle, dans le box, dans une commission parlementaire à Québec, à paniquer, à shaker, à déclencher les élections. Elle voulait pas se voir avec son mari dans une commission parlementaire. C'était inconcevable pour elle, puis elle avait peut-être raison. Mais si elle avait déclenché un référendum, comme Max Bradette dit souvent, ou d'autres, sur la charte de la laïcité, la CAQ aurait embarqué, puis on aurait passé all the way, tu sais. Mais c'est bien beau revenir en arrière, mais il reste que, on dit souvent ici à Radio Infocité qu'on s'intéresse à notre histoire parce qu'on veut savoir où s'en aller par en avant. Mais il reste une chose, c'est que on n'apprend pas de nos erreurs. Là, on voit Lisée qui sort une idée contre le niqab puis la burqa. Il se fait ramasser par son caucus. Personne vient à sa défense, même pas Pascal Bérubé. Je me mets à la place du gars. Je sacrerais mon camp, moi, de là. Mais là, peut-être dans sa tête, lui, il se dit, moi, m'essayer de le tout pour le tout, puis quitte à un débat, d'être le meilleur possible dans un débat, mais chose certaine, c'est que parfois, ça peut arriver qu'un débat change une campagne électorale, mais ça arrive pas toujours, ça. On l'a vu, Legault, tu l'as... François. Mais tu sais, François, je pense que ils sont en train, à l'intérieur, une certaine faction du PQ qui est en train d'articuler une nouvelle gauche. On va pouvoir mettre la gauche Donc, mais ces gens-là s'en vont en caoutchouc, puis ils essayent d'enculer la chefferie, puis de l'empêcher. Oui, je sais. Les enfants sont couchés, oui. Non, écoute, il est 10h moins quart, je pense qu'on peut... Non, mais ces gens-là, Christian, s'en vont à Québec solidaire. Ils sont déjà rendus là. Qui essayent de... Non, ils sont pas tous rendus, François. Le Parti québécois est infiltré par des multiculturalistes. Oui, c'est vrai. C'est ça le plus gros problème du PQ. Moi, je peux-tu... Oui, vas-y. Tu me laisses un petit peu de temps. On en a déjà discuté. On avait toujours la théorie du complot à l'époque. Non, mais tu sais, dans le Parti québécois, ce qu'on a toujours senti, puis là, bon, peut-être que je vais me faire les ennemis, là. On a toujours senti qu'il y avait toujours des gens qui avaient toujours un petit peu l'allégeance, tu sais, qui était... Bon, pas assez nationaliste ou indépendantiste. Il y a qu'est-ce qu'ils vont dire les fédéralistes? Mais non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, on peut-tu s'assumer puis arrêter de s'excuser? Puis moi, je l'ai nommé à l'époque et je pense qu'il y en a encore. Il y a des gens qui sont au Parti québécois qui sont carrément fédéralistes.
Oui, on les appelle les Johnsonistes. Ouais. Depuis Pierre-Marc Johnson, c'est comme ça qu'on nous, eux, ils se réunissent pas. Non. Nous sommes les Johnsonistes, mais on les appelle les Johnsonistes. Tu vas prendre, par exemple, un Alex Cloutier, les gens dans l'appareil, nous, on les appelle comme ça, les Johnsonistes. Et les souverainistes, c'est une clientèle électorale. C'est comme... voilà, c'est vraiment... On peut manipuler. Exactement. Il faut avoir été militant. Je sais que toi, Éric, tu l'as été beaucoup aussi depuis longtemps. François aussi. Écoute, François, tu te souviens à chaque fois qu'on était dans une manifestation au PQ, là, pas une manifestation, mais un rassemblement au PQ, et que là, on se mettait à crier « On veut un pays ». On sentait comment ça gênait. Un malaise. Il y avait un malaise. On le sentait, le malaise, parce que tu vois que ça les agaçait. Au PQ, il y a une culture, là, regardez là, vous êtes quelqu'un au PQ, là, puis vous êtes en train de donner un discours. Vous regardez si Radio-Canada est là. Et vous ne voulez pas passer pour des ceintures fléchées. Ça a été ça, le PQ, depuis presque sa fondation là-dessus, par exemple. C'est sûr qu'il y avait tellement une force de militantistes, de militantistes indépendantistes, que ça ne paraissait pas trop. Mais il faut revenir même à l'évêque, qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais l'évêque, il faisait très attention à ceux qui pouvaient apparaître un peu trop radicaux. Donc, ça a commencé tranquillement comme ça, et surtout, avec Pierre-Marc Johnson, nous n'étions plus en présence d'indépendantistes comme tel, et de nationalistes surtout. Pas rien que d'indépendantistes, de gens qui n'ont pas peur de la ceinture fléchée. Un peu le lien qu'on fait, là, c'est avec Harper qui, lui, n'a jamais, là-dessus on peut lui donner ça, n'a jamais renié sa droite religieuse. Parce que à l'intérieur, les stratèges conservateurs comprenaient que c'était sa base, et nous n'avons pas compris. Je peux t'en donner des exemples là, où tu approches des gens du PQ, puis là, après ça, ils te regardent avec un air blanc, est-ce que t'es ringard, t'es quétaine? Non, mais Claude, c'est parce qu'ils l'ont tenu pour acquis. Ils se sont dit, de toute manière, il n'y a pas de problème, c'est un vote captif. Il n'y a pas nulle part d'autre où aller. Si tu veux voter pour l'indépendance, tu veux voter pour le pays, il n'y a rien qu'une place tu peux voter, c'est au PQ. Les autres, c'est des simili, c'est des faux culs. Hein? On se parlait tantôt là, de ballonner un petit peu hors d'onde, puis de simili-poulet. Moi puis Claude, on a des drôles de conversations. Des conversations assez élaborées sur une multitude de sujets. Et on se disait justement que, regarde, c'est du simili-poulet. Ils n'ont pas compris. C'est ça qu'ils ont dans le cerveau, Simonac. Oui, mais nous autres, on est une radio indépendantiste. Oui, monsieur. Engagée. Absolument. Puis là, on a un véhicule. Puis je suis content que tu l'aies dit, Christian, que tu étais pour voter pour la CAQ, parce que ça représente le Québec. Nationaliste. OK? On s'entend-tu là-dessus? Parce que je suis certain que dans ta tête, tu es prêt à changer d'idée puis à voter PQ. Bon, je sais pas. Mais il reste une chose. Là, je veux pas me substituer à toi, là, mais accepter que il reste que qu'est-ce qu'on fait à Radio Infocité dans ce temps-là? Là, le bateau, tu dis comme. Puis je prends l'exemple de Claude tantôt, il dit au capitaine depuis une couple d'années, va-t'en à droite parce qu'il y a un iceberg à gauche. Là. Vous prenez pas ça? Va-t'en à droite. Puis il tourne pareil, il dit on va essayer pareil. Moi, je pense, François, qu'il faut continuer à dire d'abord et avant tout qu'on est résolument québécois, qu'on est résolument nationaliste, qu'on est résolument identitaire, puis qu'on est résolument comme en faveur comme d'une souveraineté pleine et entière. Maintenant, la stratégie pour y arriver peut varier avec le temps et on n'a pas le choix. Il faut s'adapter aux circonstances. Or, à moins qu'il y ait des changements vraiment très importants au sein de l'appareil du Parti québécois, qu'il y ait un revirement, un énième redressement, mais celui-là dans la bonne direction. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois pas à ça, mais moi non plus, je crois pas. Mais moi, j'aime bien ce qu'Éric a dit tantôt quand tu as parlé à Bernard Landry, qui a dit d'aller chercher l'impôt. C'est un peu ça ta question, en fait, Éric. Est-ce qu'on peut aller chercher l'impôt à Ottawa? L'argent qu'on paie à Ottawa, il dit que c'est illégal. Si Duplessis avait eu cette même philosophie, il n'y aurait jamais eu d'impôt à Québec, puis on quémanderait encore de l'argent à Ottawa. Là. Et puis, je pense que c'est Bernard Landry, là, s'il y en a un que j'admire, là, s'il y a un chef souverainiste, indépendantiste, qui n'a pas eu le terme que vous voulez, c'est bien Bernard Landry.
J'écoutais Gilles Proulx cet après-midi à Radio Ville-Marie. Il disait qu'il avait participé, Bernard Landry, à Varennes pour, je pense qu'il a rapatrié le corps de Marguerite Diouville. Puis il avait travaillé là-dessus. Tu sais, c'est des petites choses, vous allez me dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Il ne l'aurait pas fait s'il avait été au pouvoir. Ce genre de geste-là, c'est ça, ils se sont toujours excusés. Tu sais, que quand tu t'entoures de Maxime Bernier comme conseiller, moi, je peux remettre en question un petit peu les chefs des dernières années au Parti québécois. Là. Non, mais tu sais, regarde, quand tu penses là, que moi puis mon frère jumeau, Jean, là, on a ramassé 2 fois 2000 $, on est allé foutre 2 grosses bannières sur les édifices, pas sur les édifices, une sur un édifice, mais les bannières d'autoroute, là, Mediacom, tout ça, une à Winnipeg puis une à Toronto. Deux militants, là, tu sais. Puis on a commandé de l'argent, 100 $. On connaissait notre monde, là, on savait ceux qui pouvaient nous donner 100, 200 $. Puis on a ramassé 2 fois, ça fait 4000 $. Comment ça se fait il n'y a pas de tu sais, je vais vous donner un exemple, vous allez tout comprendre. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'un Régis Lévesque au PQ, un promoteur? Ça existe Il n'y en a pas. Ils veulent pas, non? Il se ferait tasser. Exactement. Ramène Gilles Réaume en 2017 au PQ. Ils vont le tasser. Ah, ça, c'est sûr. Peut t'en parler. François, raconte-nous donc comment, à un moment donné, t'as été entré en compétition finalement. Le PQ est entré en compétition avec toi dans l'organisation d'un événement où tu avais invité Falardeau et compagnie. Ah, ben, je pense que c'était jugement de la Cour suprême qui avait démoli quelques arguments là, de la loi 101. Puis là, nous autres, on était en maudit. Puis on s'est dit, pas nous autres, le PQ, le Mouvement indépendantiste québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste, tous les groupes. Là. Puis je dis, on va organiser un rassemblement. Puis je dis, on va le faire extérieur. On va aller au Parc Molson, au coin de Saint-Denis. C'est assez central dans la ville. C'est dans le plein milieu de la ville. Ceux qui viennent de Laval, ceux qui viennent de Longueuil. Puis c'est central un peu au niveau géographique. Iberville-Beaubien, c'est un peu comme Saint-Denis-Beaubien. Fait que c'est au Parc Molson, il y a un kiosque là-dedans. Puis pour avoir assisté à une coupe de Saint-Jean-Baptiste, il rentre 4-5 000 personnes facile à l'extérieur là, pour venir entendre des gens puis faire un gros show. Fait que là, j'invite... Écoutez bien, là, Christian, je sais pas si t'étais au courant. T'étais pas au courant que j'ai invité? Oui, donc. Bon, on va commencer. Gilles Proulx, Pierre Falardeau, Tex Lecor. Hey, Dream Team écœurant. Écoute bien, la finale, j'avais Paul Piché, puis j'avais le dernier, c'était Pierre Bourgault. Wow! Ils ont tous dit oui, on va être là. Puis Tex Lecor arrivait avec ses bikers, puis tout, ça aurait fait le gros show. Moi, je m'en vais appeler Bigra au bloc, puis je dis, donne-moi du papier, j'ai besoin de papier. Fait qu'il me donne une caisse de papier, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai besoin du papier pour imprimer des tracts, puis je vais passer ça, j'ai une équipe. On va faire, mettons, là, grosso modo, 20 000 tracts, là, porte à porte, là, de Papineau ou de Saint-Hubert à aller jusqu'à Saint-Michel, puis de Bélanger ou Jean Talon jusqu'à Masson. On va faire toutes les portes. On va dire gros rassemblement la semaine prochaine au Parc Molson. Puis j'avais des haut-parleurs pour des autos, tu sais, comme les gars qui aiguisent des couteaux, là. Oh, oui. Bon, ben, oyez, mesdames et messieurs, rendez-vous ce soir ou lundi prochain au Parc Molson. Falardeau, Bourgault, Gilles Proulx, tu savais tout ça. Il manquait juste une femme. Un vrai de vrai. Là, je reçois un téléphone. Là, le papier, la caisse de papier, on est allé chercher chez Bigra, puis on était rendu à mon bureau sur Saint-Denis, ça part pour l'imprimeur. En partant, il y a un monsieur qui vient chercher la boîte, il l'appelle chez eux, il part de Pointe-aux-Trembles, il s'en vient chercher la boîte, je vais porter ça à tel imprimeur, il y a une maquette, puis tout. J'ai reçu le téléphone, il part de mon bureau là, avec la caisse de papier. Le téléphone sonne, c'est un gars de la Saint-Jean-Baptiste qui m'appelle, il dit François, il dit c'est de valeur pour ton assemblée, mais je pense que tu devrais l'annuler parce que le PQ, le même soir, veut organiser une assemblée à l'Aréna Maurice-Richard. Je dis quoi? J'ai dit, le papier part, là, c'est l'imprimerie, là, les gars, ils ont tous dit oui, là. Allez-y. Ça fait que, il dit, non, oublie ça, là, ils ont loué la salle. Fait que là, je peux pas rentrer en compétition avec le PQ, là, ils sont trop forts pour moi, là, tu sais, ils peuvent pogner de la page du Journal de Montréal, tu sais, ils vont louer rendez-vous, non, c'est trop fort pour moi, là. On n'est plus sur le même registre.
Hey, l'art de se tirer dans le pied. Là, j'annule tout. L'art de se tirer dans le pied. J'annule Une autre tout. anecdote comme ça. OK, il n'a pas fini, OK. J'annule tout, puis en dernier, je dis, écoute-moi bien, là, toi, là, tu vas prendre mes orateurs, puis tu vas les mettre à Maurice Richard. Tu vas pogner Gilles Proulx, puis tu vas pogner Tex Lecor, puis tu vas pogner Bourgault, je les ai tous. Ça fait que tu vas tous les amener à Maurice Richard au moins. Tu sais, je suis bon joueur. Il a dit, oui. Là, il arrive, écoute, ben, shot, hein, pour terminer, tu compteras ton histoire, Eric, après. Il dit, oui, on va tous les prendre. Parfait, voici leur nom et le numéro de téléphone. Je m'assurer qu'ils appellent là, je fais un compte rendu, j'appelle Gilles Proulx. Ils disent, t'ont-tu appelé? Non. Appelle texte, t'ont-tu appelé? Oui. Je vois qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Ils ont dit qu'ils me donneraient un texte, il fallait que je lise ce texte-là, puis je m'en tienne au texte. Ah, les pleins de marde. Fait que là, il est venu avec ses bikers pareil. Vous vous souvenez, Tex Lecor avait un groupe de motards, les 18-37. Un vrai patriote, ce Tex Lecor-là. Fait que j'ai oublié ça, là. On a tout annulé. Puis ils ont pas invité Tex. Ils ont invité Bourgault. Falardeau, je me souviens pas, je pense pas. Je pense pas, moi. Non, je penserais pas. J'étais là. Puis là, pour finir l'histoire, il y avait aucune personne dans les estrades de Maurice Richard. C'était un flop total. Et puis la patinoire était remplie aux 2/3. À peu près 600-700 personnes. C'est le PQ, là. Pas moi, le PQ. Ah oui, c'est ça. Moi, là, je sais que dans le parc Monti... Puis là, je me souviens que cette journée-là, il faisait à peu près soleil et 28 degrés, là, appelé à peu près 15 juin, à peu près. Fait que Claude Veilleux, t'étais un gars de Rosemont, Petite Patrie, Villeray, là. Combien est-ce qu'il y aurait eu de monde avec au parc Monti, d'après toi, avec ce que je viens de dire? Là, c'est sûr qu'il n'y a pas en bas de 3000, 3500 personnes. Puis moi, je te dis, là, le parc aurait été trop petit. T'amènes Bourgault, là? Bourgault, t'aurais peut-être eu 10 000 personnes. Tout dépendant du marketing qui aurait été fait. Là, c'est sûr que ça aurait pu monter, puis il aurait pu même avoir trop de monde. Ah oui, mais comme tu as dit, un minimum, là, même avec un petit marketing de base. De paroisse, là. 3500 personnes. Oui, facile. Fait que c'est ça le PQ. Je te dis. Mais il reste une chose, messieurs, faut pas non plus être. Parce qu'on va se le faire reprocher par nos auditeurs, faut pas planter notre parti politique. Mais par contre, faut être réaliste. Mais c'est pas des... Écoute, François, puis ça, c'est important que les auditeurs le comprennent. On n'est pas... Mais un cacus. Ouais, mais regarde, honnêtement, là, si je change d'enseigne, c'est parce que j'ai plus le choix. Je suis rendu là. Ben, je te comprends, Christian. Oui. Dans l'équation que je fais, là, c'est simple, là, je pèse le pour, je pèse le contre, puis le seul parti qui présentement défend l'identité québécoise et défend les intérêts du peuple québécois, ben moi je le trouve dans la CAQ. Ah, mais t'as raison, de ce temps-là, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je vote pour une gang de multiculturaleux qui affirment défendre les intérêts des Québécois alors que c'est tout le contraire qui se prosterne devant Québec solidaire qui le baisse de derrière puis qu'il espère sincèrement se faire quelques courbettes? Ben non, puis de toute façon, ils se font snobber, ils se font revirer de bord. Fait que tu me comprends, Christian, quand je suis allé à Option Nationale. Ah, OK. Je pensais quand tu disais que tu mangeais du... Non, mais tu m'avais ramassé à l'époque. Non, mais moi, Option Nationale, pour moi, c'est pas... Écoute, moi, c'est pour moi... Non, mais puis maintenant... Puis maintenant, Christian, mais à l'époque, qu'est-ce que c'était? Oui, mais c'était la même chose avec la CAQ, là, présentement. Option Nationale, là, quelques années, lorsque Ossan a parti ça, c'était le mouvement qui se distinguait, qui se détachait du PQ, parce qu'il le trouvait pas assez actif. C'est exactement le motif qui a fait que l'Option Nationale... Ben oui, fait que tu t'en vas diviser le vote, asti, puis tu t'en vas créer un nouveau parti. Tu pourrais te faire dire la même chose présentement avec la CAQ. Ça fait quand même 10-12 ans qu'il existe. Si c'était juste une question de diviser le vote, mais d'abord, l'ON, Option Nationale, pour moi, faisait partie du problème. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont allés et qui sont sortis de là au plus sacrant. J'en ai même qui se sont poursuivis en cours, là, qui a été directeur, j'en connais, là. D'accord? Ils se sont aperçus assez vite que c'était du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que Jean-Martin Hossan? C'est une mouvance. Justement, il était coquiné avec qui en passant, Jean-Martin Hossan, dans cette histoire-là? Oh, je sais, j'ai entendu une théorie conspirationnelle. Il n'y a pas de théorie là-dedans. Il n'y a pas de théorie là-dedans, c'est que... moi, je peux le confirmer pour avoir parlé avec Sol Zanetti, qui l'a nommé clairement. Là. Il m'a pas dit que c'était Jean-Martin Hossan qui était en arrière de ça, mais il m'a dit qu'il sentait
qu'il y avait peut-être de l'ouverture de la part de Gabriel Nadeau-Dubois et qu'il y avait peut-être comme tu disais tantôt, il y avait une division dans Québec solidaire qui pouvait peut-être pencher vers Gabriel Nadeau-Dubois, mais est-ce que ça va se faire? Je suis vraiment pas sûr. Moi, je suis pas convaincu. Et ça passera pas à ON, au congrès de ON. Puis à Québec solidaire non plus. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu avais terminé. Non, je voulais juste simplement dire que ça faisait partie du problème. Pour moi, dès la naissance, parce que j'ai cette faculté-là de voir que malgré les bonnes intentions des uns et des autres, de voir qui tire sur les ficelles. Donc moi, j'en ai fait le tour, j'ai lu son mémoire de maîtrise. Je ferais une émission. Je l'ai lu aussi, puis juste son mémoire de maîtrise. Moi, c'est parce que je suis profondément contre la proportionnelle. Je trouve qu'un indépendantiste sérieux doit comprendre qu'on a le meilleur système pour faire l'indépendance. C'est le système uninominal à un tour britannique comme on l'a. Donc, amener la proportionnelle, pour moi, ça fait partie du problème. Tu marques un point, Claude. Écoutez, les boys, les gars, c'est tout le temps qu'on a ce soir, mais j'aimerais juste vous lire un commentaire. J'ai pas dit mon anecdote. Vas-y, rapidement. Écoute, c'est pas très long. Écoute, je sais pas si vous vous rappelez, je sais qu'il y a encore le journal Le Québécois, je pense qu'il est web, de Patrick Bourgeois. À l'époque, il y avait le journal papier et le Parti québécois. En tout cas, je pense que c'est pas ça va pas à côté ton anecdote de tantôt, mais tu sais, quand on parle d'un parti qui s'assume pas, là, le Parti québécois achetait le journal papier du Québécois et en donnait et distribuait le journal Le Québécois de Patrick Bourgeois à l'époque. Et Pierre Falardeau écrivait des textes souvent dans Le Québécois. Et quand Claude Ryan est décédé, il y a eu un encensement total des médias. Mais c'est là Falardeau, il a dit qu'il était aller... Exactement. Et là, Falardeau avait été avec un texte assez dur. Incisif et dur à l'égard du passé politique de Claude Ryan, qui était contre le Québec. Et là, il y a eu une sortie médiatique contre cet article-là. Et tous les journaux du Québécois que le Parti québécois avait acheté ont été jetés dans le container. Voilà. Dans le conteneur, excusez-moi. Ça prouve qu'ils ont fait exactement ce qu'il y a à faire. Je me souviens de l'entrevue qu'il y avait eu. Tu vois à qui on a affaire. Oui, c'est ça que ça révèle. T'es en train de me dire que... Non, attends un petit peu. T'es en train de me dire qu'ils ont pris les journaux, vraiment, là, c'est pas une image, là, tu me donnes, c'est pas une figure de... Ils les ont jetés. Ils ont foutu à la poubelle. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir une mauvaise presse et être associés à Pierre Falardeau et au Journal Le Québécois qu'ils avaient appuyé. Et par la suite, ils ont coupé le Parti québécois finançait. Oui, des annonces. Prenez des annonces. Il y a l'entrevue que Paul Arcand avait faite avec Pierre Falardeau à ce moment-là aussi, où il avait rentré dedans. Mais Pierre Falardeau s'était très, très bien défendu. Falardeau, il avait dit Ryan va aller pisser sa tombe. Oui, mais je peux vous dire une chose, Falardeau n'a jamais mis de PQ dans la marde. Jamais. Non, je pense que le Parti québécois est capable de faire ça tout seul. Écoutez, les boys, commentaire de Jean-Pierre Potvin. Es-tu en train de paraphraser M. Charest, toi, là? Non, commentaire de Jean-Pierre Potvin, là, c'est très bonne idée, votre... Ben ça, je ne veux pas vous mettre de pression, mais voici. Très bonne idée, votre suggestion de l'émission de radio en équipe. Le succès de radiofocité.com, c'est quand vous êtes une équipe autour des micros, vous êtes des champions avec tous vos sujets. Bonne soirée, messieurs. Jean-Pierre Potvin. Je pense que les gens vont... Monsieur Potvin. Oui. Ben moi, non, ce que je vous dis, là, c'est que vous faites votre émission, là, Les Chiens Fous, puis moi, j'arrive à 9h, puis on brasse la cabane comme on vient de faire ce soir jusqu'à 22h. 22h, je me débrouille tout seul. J'ai quelque chose, là. Ça a l'air que Joseph Lamontagne me dit que DMS McLove vient de sortir une vidéo qui est déjà vue à quelques centaines de reprises. Ça vient de sortir. Ça a l'air que ça fesse dans le dash. Fait que c'est ça que je vais présenter. Martin me dit que c'était en bon québécois écœurant.
Ça veut dire dans le sens du terme québécois. Je vous dis pour la francophonie, au niveau de la planète, ça veut dire que c'est très bon. Les gars, merci beaucoup. Ça a été fort intéressant. Si vous voulez, on poursuit la conversation la semaine prochaine. Et puis, si vous voulez, Steve va s'ajouter à nous autres de temps en temps. En tout cas, c'est vous autres qui décidez. Mais on va jaser de ça entre nous autres. Puis, oui. Là-dessus. On va laver notre linge sale en famille. Tout à fait. Merci, François. Mais écoute, on te remercie. Ça a été vraiment le fun d'avoir l'occasion de passer une petite heure avec toi, François, puis de pouvoir s'obstiner un peu sur les sujets qu'on aime. Oui, mais si nous autres, on fait ça, puis vous le savez, mesdames et messieurs, Claude, François, Éric, Christian, moi, on fait ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que la cause indépendantiste avance ça avance au lieu de reculer. Fait que, tu sais, le PQ, parfois, faut leur mettre sur le nez, parce que je pense que des militants comme nous autres, là, ils en ont besoin, puis ils nous mettent de côté souvent. Puis c'est un peu à cause de ça que Marcel Tessier vote pour la CAQ. Fondamentalement, François, là, maintenant, on est des indépendantistes, là, que ce soit le PQ ou un autre véhicule, ce n'est qu'un véhicule. C'est un outil pour arriver à l'indépendance. Vous avez raison là-dessus. Merci les gars, puis on se reparle la semaine prochaine. Excellent soirée. Bye tout le monde. Salut. Bonne soirée. C'était la gang des chiens fous, mesdames et messieurs. C'est vraiment, je dirais, c'est rafraîchissant d'entendre ça parce que, vous savez, c'est des idées qui se confrontent un peu, mais on se confronte pas trop. On est pas mal, disons, sur la même longueur d'onde. Mais excepté qu'il y a des nuances à apporter parfois. Et écoutez, François, Éric, Claude et Christian confrontent leurs idées. Souvent, ils apportent leur point de vue qui fait en sorte que c'est pas toujours d'accord. Vous savez, Christian Derry, lui, s'apprête à voter CAQ. Il m'a pas trop obstiné, hein, s'il pouvait voter PQ, ce qui veut dire que qui ne dit mot consent. Ça me fait dire qu'il y a toujours moyen d'aller chercher les gens. Mais, et maudit que ça va prendre des bonnes idées. Puis, quand on dit des bonnes idées, là, c'est une ou deux, là. 3, là, c'est même trop, 3. 2. Puis 3, c'est une idée secondaire, là, qui est bonne, mais ça prend une idée maîtresse, là, quand même. Donc, je pense qu'on peut pas, disons, faire plus qu'on fait là. On leur donne les idées, mais si on a une idée maîtresse, on la divulguera pas en ondes, c'est évident. Là. On peut dire en ondes des positions stratégiques qu'on a, Claude, Veilleux, moi, François Bénard, Éric Dubé, Christian Derry, les gens ici sur radioinfocité.com. Et je peux vous dire que on le fait à notre façon. Mais tu sais, si on a une idée maîtresse, on va la donner au PQ, là, c'est pas de problème. Mais est-ce qu'ils vont la prendre? Je sais pas. Moi, je peux vous dire une chose, il y a un vieux chum à moi qui s'appelle Danny Leblanc, il nous a vu aller, il nous a observé aller, puis pas sûr, je pense qu'il va abonder dans le même sens que moi, ce cher Danny, ce cher François Chartier aussi. T'es des vieux militants, là, pas des vieux. Et ils ont 50 ans, les gars, à peu près, là. Donc, on a 20-25 ans là, de bons militantistes encore en avant de nous autres. Mais il faut quand même qu'avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, puis, tu sais, on n'arrive pas là, comme les cheveux sur la soupe, nous autres, là, Danny Leblanc, François Chartier, Claude Veilleux, moi et d'autres. Et on a chacun, Chartier, Leblanc, Veilleux, puis moi, on a chacun 30 ans de militantisme dans le corps. Facile. Moi, je suis un peu plus vieux que Danny, je suis certain, mais moi, je peux dire que j'ai 35 ans, là, au moins, puis c'est peut-être pas loin de 40 ans, parce que je vais avoir 55 ans l'année prochaine. Donc, j'ai commencé à 15 ans. Faites le compte, ça fait 40 ans. Puis 15 ans, là, c'est pas militant une demi-heure par semaine, là. Non, c'était du 5, 6, 8 heures. J'allais à l'école, puis je passais des dépliants n'importe à porte. Puis j'allais à la Société Saint-Jean-Baptiste, j'organisais des colloques, j'ai un mouvement CCQF que ça s'appelait. Ça avait déjà commencé, ça, les affaires du genre, puis tout ça, là. Citoyens et citoyennes, hein, pour un Québec français. Madame Paluy Donsic qui avait organisé ça. J'étais embarqué là-dedans.
Et ce qui fait que, comme je dis, ça fait 40 ans. Danny, ça fait 30 ans que je connais Danny. François Chartier, même affaire. Claude Veilleux, même chose. Vous savez, à un moment donné, il y avait la commission Montgomery, là, c'était avant ou après. Là. Il y avait une élection fédérale. Gilles Réaume était vivant à l'époque. Puis on organisait des vigiles, des vigiles, puis on appelait ça des teintes à mort, puis on s'en allait dans toutes les conventions du Parti libéral. Il était écœuré de nous voir. Je pense que ça faisait 15 qu'on faisait. On s'y retrouvait, peut-être des fois, on était peut-être 3, 4. Félix Pinel était avec moi, avec nos enfants. On était 4 devant le local de Petit Groupe. On avait fait le devoir le lendemain. On était allé voir Gagliano. On était allé voir Lisa Froula à Verdun. Puis d'autres. Et parfois, c'est des petits gestes comme ça qui font en sorte qu'on déstabilise l'adversaire. Tu sais, tu fais une vigile à une convention du Parti libéral, pas trop grave. 2, trop fatigant. T'es là à soir, eux autres? Oui. Mais 3, 4, 8, 12. Ah, là, il y avait un service d'ordre, puis il y avait peur. Hey, il y avait des gens, là, on est allé voir Stéphane Dion à Ville-Saint-Laurent à sa convention. Il y avait même des gens qui étaient allés dans un genre de magasin de pièces qui avaient acheté des petits rats en plastique. Ils lançaient des rats en plastique. Ils ne vendent pas. C'était pas méchant, là, mais tu sais, c'était... Parce que, souvenez-vous, on surnommait Stéphane Dion le rat. C'était ça. C'était bien... Quand t'es dans une manifestation, des fois, là, parfois, là, ça peut jouer dur. Enfin. Ils vont-tu nous écouter? Non, moi, j'ai passé le stade. Ça fait 40 ans, là. Quand même, je veux bien avoir mon côté naïf, puis vivre dans une certaine forme de déni. Je veux pas trop vivre dans le déni. J'ai assez vécu dans le déni. Hey, vous savez... me faire à croire qu'ils vont m'écouter, c'est une bonne idée. Non, regarde, j'ai passé ce stade-là. Là. C'est le stade, là, tu t'appelles même plus pour leur proposer. Ben non, on va le faire encore parce que c'est quand même notre équipe, notre famille politique. Puis on va se dire, on va essayer de mettre toutes les chances pour gagner. Mais regardez, Lisée, ce qui est arrivé à Lisée il y a 2 semaines, c'est le chef, là, c'est pas moi, puis vous, puis Pierre Jean-Jacques. C'est le chef. Ah, il n'a pas parlé de l'idée qu'il y a eu. Il est arrivé devant un scrum, une mêlée de presse un matin, puis il a dit, nous, on va proposer un projet de loi avant Noël pour interdire dans la place publique le niqab et la burqa. Il s'est fait ramasser à son caucus. Là, ça... Je pense qu'il n'y a jamais un chef qui s'est... Puis lui, il est encore là. Je peux vous dire une chose, il y a des chefs du PQ qui auraient foutu le camp. Bon, en tout cas, on va voir, là, mais la suite des choses. Mais je pense qu'en tout cas, merci les gars des Chiens Fous, ça a été pas mal intéressant. Et on va essayer de tenter de répéter l'expérience, parce que je pense que les gens ont apprécié. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. Et faut se rappeler la chanson de Félix Leclerc, hein, c'est Yvon Gay qui me dit ça. Ce qui fait que... C'est quoi qu'il disait, le Félix, là, parce qu'il en a dit beaucoup. Il a dit beaucoup. Dis-moi ça rapidement, mon cher Yvon, avant que je parte. Notre cher McLove, qui... bon, c'est un... Le préambule, disons, c'est... Je pense que c'est McLove qui l'écrit. Bon, les enfants sont couchés. Showtime. Montréal antifasciste.info exposé. Montréal Counter-info exposé. Preuve flagrante que le terroriste Patrick Cadorette, propriétaire du site Montréal Antifasciste Info, a frauduleusement participé à de nombreuses manifestations en compagnie de Jackie Singh, brisant ainsi conditions de libération et celles que Jackie à la suite de leur arrestation au G20 de Toronto 2010. Citation, je pense, de DMS. C'est ce qui constitue le préambule de son montage vidéo. Là, je vais essayer de voir. Là,
pour rafraîchir la page. Ça a été vu 205 fois depuis que je l'ai ouvert tantôt. Et là, je vais réouvrir sa page. Je vais réactualiser la page. Et je pense que ça a été mis en ligne il y a, disons, pas longtemps. Là. Je sais pas, peut-être 1 heure ou 2. C'est Martin qui m'a envoyé ça. Et ça a été vu... Attendez... 212 fois, j'ai dit tantôt. Ils sont rendus à 494. 500 fois depuis 10 minutes sur le web. Ce qui fait que c'est assez... En tout cas, la dernière fois qu'il en a fait un, il a enragé à la toile, lui-là. Là. On écoute ça. La marche débute avec la bannière autochtone en premier. On va passer en avant. Ils indiquent que notamment l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les partis en Europe, l'extrême droite, le racisme, la haine, des groupes ultranationalistes comme la Meute. Je trouve que la loi 62, c'est contre le droit de liberté, le droit de se présenter, Alors, nous étions 5000 dans les rues de Montréal. Continuons la lutte pour aller appuyer nos amis de Québec. On organise des autobus pour monter avec Solidarité sans frontières. Sur le racisme systémique, c'est un problème réel qui existe réellement. Et je suis un homme blanc, je veux dire, c'est pas à moi de communiquer. Je fais partie de Voix juive indépendant et on sait de quoi on parle. Donc on est là pour les musulmans et les réfugiés. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu veux que je te donne de l'argent toi aussi? C'est ça, t'es cassé. Hein? C'est cassé dans la vie. T'as besoin de cash, tiens, ça fait. Va te partir une compagnie, va faire un homme de droit. The demonstration against racism was billed as a family-friendly event featuring over 160 groups. Alors que la Commission sur le racisme systémique au Québec, commission entièrement basée sur le mensonge et la manipulation des mots mise en place par des communistes et des traîtres dans le but d'ultimement anéantir tout ce qui reste de l'identité autochtone québécoise, commence tranquillement à s'éclipser de la plateforme québécoise politique, les libéraux décident, par un pur hasard, de soudainement adopter la loi la plus controversée de leur histoire en politique, la loi 62. Évidemment, à la suite de la mise en place de cette loi absolument inutile, décidée en partenariat avec une ministre juive qui n'a éventuellement absolument aucun attachement pour la culture québécoise, les groupes antiracistes et antifascistes ont finalement eu un prétexte légitime qui leur fut servi sur un plateau d'argent pour se trimballer dans les rues en affirmant que le racisme systémique existe dans le gouvernement libéral et que la commission communiste sur le racisme systémique serait donc valable pour régler ce problème. De remettre en place la commission sur le racisme systémique, c'est un problème réel qui existe réellement. Dans le but désespéré de faire croire aux gens que leur mouvement anti-haine haineux est représentatif, le site montréalantifasciste.info fut l'un des premiers sites antifa à publier la liste officielle des groupes qui seraient présents durant cette manifestation, suivie par une mise à jour sur le site officiel de la manifestation, précisant maintenant 170 groupes. Wow! 170 groupes, ça c'est un gros mouvement, hein? Sauf qu'il y a juste un petit problème. Évidemment, pour qu'une cause soit légitime, il est toujours recommandé que cette cause ne soit pas poussée, par des terroristes violents, hein? Par conséquent, sachant que le groupe Cooper correspond très bien à ce critère pour de nombreuses raisons, il serait respectable de l'éliminer de la liste, en plus de peut-être tous les groupes auxquels ce dernier est associé. Dans la même optique de filtrer les signataires de la cause pour qu'elle soit la plus légitime possible, il serait raisonnable aussi de peut-être éliminer la liste de tous les groupes antifascistes non identifiables, hein? En dernier lieu, il serait aussi logique, pour augmenter toujours la légitimité de cette liste, de peut-être éliminer les groupes qui sont pris, dans un conflit d'intérêts.
En effet, on ne souhaiterait certainement pas qu'un groupe puisse prendre position sur un problème de société tout en pouvant y retirer un avantage politique. Donc, en retirant de cette liste tous les groupes signataires de la Commission sur le racisme systémique, on se retrouve au final avec une liste composée à 75% d'associations étudiantes. Imaginez ma surprise! Très représentatif de la majorité québécoise. En vain, ces groupes anti-québécois et majoritairement financés par les universités et les cégeps à travers le Québec via les frais étudiants sont si désespérés à faire passer leur message raciste et haineux qu'ils ont eu besoin de contacter 170 groupes différents à travers le Québec au complet dans le but de créer une manifestation décente dans le centre-ville de Montréal. Les organisateurs, par la suite, ne se gêneront même pas de vous mentir sur le nombre de manifestants qui étaient présents cette journée-là dans le but de faire croire à leurs idiots utiles qu'ils ont plus d'importance qu'ils en ont vraiment. Alors, nous étions 5000 dans les rues de Montréal à marcher contre le racisme! Nope. Désolé ma chérie. En effet, j'ai fait le décompte moi-même de vos petits manifestants. Vous voyez ces belles couleurs? Chaque couleur représente 100 têtes. Il y en a 1300 sur cette image. Rajoutez à ce nombre évidemment les erreurs causées par le manque de résolution, les têtes cachées derrière les objets ou les pancartes, et je pourrais très généreux et dire que vous étiez 1400 manifestants maximum. Le 12 novembre à Montréal, environ 5000 personnes se sont rassemblées pour dire non à la haine et au racisme, non à la montée de l'extrême droite. C'est pas surprenant un message comme ça venant de la part d'un propagandiste qui ne se gêne même pas de faire des montages de la manifestation du 12 en y incluant un épais qui fait le bacon à terre en passant à vouloir véhiculer un message contre la haine, hein? Mais qui ça donnait juste à être un acteur qui attendait juste le bon moment pour faire un stun médiatique. En effet, juste avant de commencer son petit spectacle, cet homme se promenait avec deux sacs dont il a judicieusement pris le temps de déposer sur le bord de la rue avant de commencer sa crise d'épilepsie. Certains des organisateurs, dont Jarad Laroussi, ancien porte-parole de l'AC, Anal Boulsklané, membre de Solidarité sans frontières, Marlihan Lopez, membre de la Fédération des femmes de Québec, et Safat Chefi, membre de Alternative, tous des groupes ayant signé la commission sur le racisme systémique, un pur hasard, ont même organisé une conférence de presse avant l'événement. Il s'agissait évidemment de la plus grande conférence de presse que le Québec n'ait jamais connue. Des dizaines de journalistes étaient présents, des centaines de personnes y ont assisté. Et évidemment, j'imagine que je ne surprends plus personne si je précise que leurs affiches de propagande furent distribuées en masse au 7e étage du bâtiment H de l'Université Concordia à Montréal. Ce qu'il faut comprendre avec les gens qui organisent cette manifestation-là, c'est qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de terrain d'entente avec eux. Et cette conclusion ne vient pas de moi, ni de personne à DMS, puisque c'est eux-mêmes qui nous l'ont fait savoir. Selon leur propre pamphlet, l'une des raisons qui a poussé à la mise sur pied de cette manifestation, c'est nous. Littéralement nous, DMS. Pourtant c'est drôle, j'ai pas vu de pancarte fuck DMS à cette manifestation. Bien sûr que non, puisque les gens qui ont été invités sont des idiots utiles, majoritairement canadiens et anglais, qui se font littéralement utiliser par le comité organisateur dans le but d'avancer leurs propres intentions politiques. Alors c'est quoi les groupes anti-haine, votre problème? Vous avez un problème avec nous? Parfait! Justement, André Pitt avait récemment mis sur pied une émission de débat ouverte à tous, où vous aviez la possibilité de venir, quand ça vous chantait, débattre nos idéologies dans le but de faire valoir les vôtres. Ben non! Il a bien fallu que le propriétaire du bar où cette émission était organisée se fasse menacer par les antifas. Et le bar a reçu des menaces du groupe terroriste domestique nommé Antifa. Les mêmes Christy de Sans Dessin qui organisent la manifestation du 12 le mois d'après, où ils vont littéralement chialer que l'une des motivations de leur de manifestation est qu'il est impossible pour eux d'obtenir un vrai débat sur le racisme et la haine. Quoi? Qu'on était plus
capable de discuter de manière sereine dans l'espace public de ces questions-là. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a essayé de l'appeler sur la question du racisme et de la haine. Qu'on était plus capable de discuter de manière sereine dans l'espace public de ces questions-là. Qu'on était plus capable de discuter de manière sereine dans l'espace public de ces questions-là. Qu'on était plus capable de discuter de manière sereine dans l'espace public de ces questions-là. Qu'on était plus capable de discuter de manière sereine dans l'espace public de ces questions-là. Qu'on était plus capable de discuter de manière sereine dans l'espace public de ces questions-là. Vous êtes juste une gang de racistes, vous êtes juste une gang de menteurs et vous êtes juste une gang d'hypocrites. Lorsque c'est Radio-Canada qui commence à traiter le discours de ta manifestation comme non constructif, ça veut dire que t'as échoué en quelque part. Une bonne partie de la population s'irrite surtout des discours où il n'y a que deux camps, les victimes et les bourreaux. On souhaiterait un dialogue plus constructif. Lorsque ta manifestation est censée être contre la haine, mais ça donne que les discours les plus haineux se retrouvent dans ta propre manifestation, ça veut dire que t'as échoué en quelque part. Fuck la xénophobie. J'aime ça, fuck la xénophobie. Ben, c'est clair, hein, c'est concis comme message. Il n'y a pas de place à l'interprétation. Il y a un petit peu de haine. Juste un petit peu. On tombe dans le top du top. Ouais. Géographe en crise. Wow! Ils ont un peu de haine, les géographes. Ah ouais? Ils sont en maudit? Juste un petit peu. More Omar Kader, moins de Guy Nantel. Moins de Guy Nantel? C'est chiant, ça. Parce que c'est de la haine, ça. C'est vrai. On peut pas avoir de la haine sur Guy Nantel. Non. Et le nouveau slogan, vos prisons, on n'en veut plus. Vos frontières, on n'en veut plus. Vos prisons, on n'en veut plus. Vos frontières, on n'en veut plus. Plus de frontières, plus de prison. Ça va être dangereux un peu. Ça risque de mal finir. Oui. Mais en même temps, si on s'aime, puis il n'y a plus de haine. C'est vrai. Il est grand temps que les Québécois commencent à arrêter de se sentir coupables et de littéralement se rabaisser lorsqu'ils voient des gens dénoncer un racisme qui n'existe même pas et commencent à faire des vrais hommes et des vraies femmes de même pour défendre leur héritage autochtone québécois avant d'entièrement se faire coloniser par des communistes et le Canada anglais. Ben, c'est parce qu'ici, on a tellement peur d'exister comme peuple que la place qu'on prend pas, m'a dit qu'il y en a qui ne gênent pas pour la prendre, hein? N'importe qui prend le temps de se faire un dessin peut très facilement déduire que la vision de ces épais qui ont organisé cette manifestation est la vision de la société la plus discriminatoire et la plus raciste, puisque ces gens affirment ouvertement qu'une société sans racisme systémique est une société où les représentants politiques, sociaux et culturels ne sont pas sélectionnés selon leurs compétences, mais selon leur couleur de peau. Pour qu'ils puissent être entendus et pour qu'ils puissent mettre de l'avant leur préoccupation par rapport au racisme systémique. C'est complètement absurde. En fait, toute cette approche repose sur une théorie du complot, selon laquelle si les minorités ethnoculturelles au Québec ne sont pas encore représentées dans les médias, les entreprises, la fonction publique, de manière proportionnelle à leur présence parmi la population, ça serait la preuve, selon cette théorie, que le Québec est une société raciste. Ces militants cherchent toujours à blâmer le système lorsqu'un groupe minoritaire parvient difficilement à s'intégrer. Le système aurait donc, selon eux, failli à accommoder les particularités de tel ou tel groupe. Il faudrait donc reconstruire notre société de manière à accommoder 1000 petits groupes minoritaires soi-disant opprimés. L'effet ultime de cette approche, c'est évidemment d'abolir la culture majoritaire de la société québécoise au profit d'une mosaïque de microcultures interchangeables. Ce que la manif aujourd'hui dit, c'est, dans le fond, là, on est tous pareils. On est tous pareils. On est tous pareils. Manon Massé, j'ai quelque chose pour vous. 2 piastres pour les programmes sociaux? Non, ça, c'est ma contribution pour le Movember. Une politique qui suit mot pour mot la définition de ce qu'est le racisme et la discrimination, les mêmes Christie de choses que ces épais sont allés manifester contre ce 12 novembre à Montréal. Contre le racisme, contre toutes les discriminations. À quand le jour où les Québécois vont réaliser, comme c'était le cas avec la parade LGBT, où le mot diversité sur leur pancarte était écrit avec un accent grave, que cette manifestation est majoritairement composée de Canadiens anglais. Jews Against Occupation sur une boîte de carton. Ça, c'est pas pire. Make racism wrong again. Fascist sucks in bed. Les fascistes sont pas bons au lit. Ah ouais? Non. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Tu l'as expérimenté? Hopefully not. More chala, less hate. Ça, c'est du manger. La seule chose qui peut être séparée par couleur, c'est le lavage. Là, tu remarqueras que la majorité des affiches sont en anglais. Hein? C'est comme ça. Il y en a qui s'essayent en français pareil. Avant que ça dérape avec 2 P, on a effacé le P. Les manifestants eux-mêmes, malgré qu'ils savent très bien qu'ils manifestent un conflit politique québécois, préfèrent s'identifier comme Canadiens lorsqu'ils se font interviewer par la télévision.
But I want to believe that most Canadians are not like that and that they want they don't want to be inclusive society. Cette manifestation, malgré ces grands airs donnés par nos médias de masse licheux de cul qui ont décidé pour d'étranges raisons de la couvrir en direct, n'est rien de moins qu'un acte désespéré des groupes anarchistes, communistes, fascistes qui dominent nos universités, nos cégeps et notre gouvernement pour essayer d'ultimement décourager les Québécois à les confronter politiquement dans la peur de se faire traiter de racistes. Ces gens, délusionnés par le multiculturalisme canadien, souhaitent l'arrêt de la colonisation à travers le monde, tout en étant en train d'eux-mêmes encourager des politiques qui mèneront à l'ultime colonisation du Québec. Bien sûr, ceci est sans parler des Québécois colonisés qui ont pris part, qui, à la simple vue de la phrase « c'est correct d'être blanc », ne peuvent s'empêcher d'exposer leurs réflexes de bons petits colonisés. Il y a des gens qui ont un malaise avec ta présence. J'ai rien à dire. Je vais demander de t'en aller, s'il vous plaît. J'ai rien à dire. Hey, mais c'est-tu drôle pareil? Y en a-tu qui le reconnaissent? Y en a-tu qui le reconnaissent? C'est Kebab! C'est mon bon chum, Kebab! Revenons aux choses sérieuses. Évidemment, il n'y a aucune discussion sur ce que notre cher ami Kebab essaye de nous faire comprendre ici. Si le message « c'est correct d'être blanc » cause réellement un malaise, c'est qu'il n'y a qu'une seule conclusion. C'est que pour les membres de cette manifestation-là, ce n'est pas correct d'être blanc. Si vous êtes une personne issue de n'importe quelle race blanche à travers le monde, la seule manière de rejoindre la cause des gens qui adoptent cette idéologie raciste, ces gens qui aiment aussi fréquemment se décrire comme des gens racisés, qui est un terme raciste, by the way, c'est de littéralement vous affirmer comme étant un être inférieur à eux, tout en interagissant avec eux comme s'ils étaient vos maîtres à penser. C'est un problème réel qui existe réellement. Et je suis un homme blanc, je veux dire, c'est pas à moi de communiquer. Et je suis un homme blanc, je veux dire, c'est pas à moi de communiquer. Personne issu des communautés culturelles, des minorités visibles de Montréal, blanchissage, donc pour les fêtes du 375e. Puis je souhaite aussi que Gilbert développe une sensibilité plus grande à l'égard de la diversité, parce que j'ai parlé de ça, de l'importance de vous entourer de gens qui connaissent le milieu culturel dans la diversité culturelle, dans la mise en valeur de notre héritage. Parce qu'il faut avoir cette sensibilité-là, cette histoire-là, cette expérience-là aussi de faire une communication qui reflète notre diversité culturelle. Puis moi, c'est ce que je vous dis, Gilbert, c'est important de vous entourer de ces gens-là, ces professionnels-là. La beauté, Gilbert, c'est que des professionnels qui connaissent la diversité culturelle à Montréal, il y en a beaucoup. Voici le multiculturalisme canadien, cette idéologie inscrite dans la Charte des valeurs canadiennes, créée par le Canada dans le simple but de diviser pour conquérir les peuples autochtones. Québécois est si instable que dans le but de rassembler seulement 1400 Canadiens, dont quelques Québécois colonisés, les organisateurs de cette manifestation ont dû prévoir leur manifestation 2 mois d'avance, en plus de dépenser des centaines, si ce n'est pas des milliers de dollars pour imprimer leurs affiches qu'ils ont sans cesse illégalement collées à travers Montréal sur une période de 1 mois. Ceci est sans parler du fait que pour orchestrer cette manifestation-là, Solidarité sans frontières s'est même senti obligé d'utiliser un camion strappé à 4 amplis de 100 watts dans le but que Jaggi puisse diriger la manifestation, puisque sans ça, les groupes y participants auraient probablement oublié pourquoi ils étaient présents. Mom, Dad.
c'est vrai, Jaggy est pas un leader, non, absolument pas. Je suis pas à la tête des groupes. Je suis pas à la tête des groupes. Si jusqu'à présent j'ai pas réussi à vous convaincre que ce mouvement antiraciste, raciste, est entièrement illégitime, attachez votre ceinture parce que c'était juste l'intro. Pour comprendre ce à quoi nous avons réellement affaire, il faut revenir à la base. Le 6 octobre dernier, le groupe de convergence Antifa anonyme montréalantifasciste.info fut l'un des premiers groupes à annoncer les groupes signataires pour la manifestation du 12 novembre. Depuis sa mise en ligne en juin dernier, dans le but de pouvoir le contacter, le site web offre à leurs utilisateurs la possibilité de pouvoir les contacter à travers l'adresse alertamontréal@antifa.zone. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai pas précisé que ce site web est un site web anonyme pour rien. Faire une requête d'identité au domaine montréalantifasciste.info résultera en effet à des informations falsifiées dans le but de protéger leur identité. Sauf qu'il y a juste un petit problème ici. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, il est important de noter que les adresses courriels sont aussi des adresses enregistrées sur des domaines. Par conséquent, le domaine antifa.zone est un domaine directement en lien avec le site montréalantifasciste.info. Faire une requête d'identité au domaine antifa.zone nous donne donc un résultat quelque peu différent. Malgré que la majorité des informations de cette requête s'adonnent aussi à être falsifiées, il est tout de même possible d'identifier l'organisation pour laquelle travaille le propriétaire de l'hébergeur web du site montréalantifasciste.info, le Campement québécois de la jeunesse. Des références à cette organisation, qui s'adonne à être une organisation créée en 2004, peuvent être facilement retrouvables sur des archives web, comme les archives d'un site nommé la CMAC. Sur ces mêmes archives, un numéro de téléphone privé pour contacter un organisateur du campement est offert, le 514-298-9974. Certains sites internet comme le Journal des Alternatives, site web où le même numéro de téléphone est mentionné, possèdent des articles où l'on décrit le Campement québécois de la jeunesse comme une activité de groupe et un événement rassembleur où plusieurs jeunes étudiants pourront discuter et faire des ateliers relatifs à des termes concernant les problèmes mondiaux et la justice sociale. Ceux-ci incluent l'écologie, la femme, le genre et la justice. Ça commence à sentir pas mal l'initiation à l'antifascisme, pas vrai? Continuons. Encore à l'aide d'archives web, il est possible de retracer certaines des activités du Campement québécois de la jeunesse puisque le site internet n'existe plus. Comme par exemple, dans cette archive de l'une de leurs activités datant du 13 août 2004, où le même numéro de téléphone référencé, on définit le coordinateur de l'événement à Québec comme étant Patrick, personnage qui possède une adresse courriel appartenant au même domaine des archives que nous avons consultées plus tôt, la CMAC. Patrick Cadorette, selon un article de 2005 du site web indiaresource.org. Sur ce dernier site, on peut apprendre que notre cher Patrick Cadorette, présentement propriétaire du site montréalantifasciste.info, travaillait aussi à l'époque sur des campagnes de sensibilisation aux activités des compagnies minières québécoises en Inde. Très spécifique. Cette campagne avait pour nom Alkent in India. Et aussi intéressant que cela puisse paraître, Cadorette offrait un différent numéro de téléphone sur son site web dédié à cette cause. Numéro de téléphone appartenant directement à Cooper de McGill. Et non, ce n'est pas juste une coïncidence, puisque comme si ce n'était pas assez, Alkent in India est aussi un ancien groupe associé au groupe Cooper de l'Université de Concordia. Donc, tout ceci étant dit, je pense qu'il est temps de faire quelques présentations. Patrick Cadorette est coordinateur, organisateur et militant altermondialiste au Québec depuis belle lurette. Mais vous savez, nous autres à DMS, on aime mieux les appeler des terroristes. Hein? C'est la définition faite mieux. Hein? En plus de son activisme, Patrick Cadorette a aussi majoritairement travaillé professionnellement en tant que webmestre et en tant que traducteur, comme c'est présentement le cas pour sa compagne Mariette Bivard. C'est quand même très rapidement, en quelque part avant 2000, que notre cher Cadorette commencera à travailler avec notre bon vieux chum Jaggy Singh. En effet, en octobre 2000, Patrick Cadorette et Jaggy Singh prendront part à l'organisation de la manifestation contre le sommet des Amériques qui aura lieu à Montréal. Malheureusement, cette manifestation ne portera pas ses fruits. Heureusement pour eux, personne n'en ressort avec des accusations criminelles. Le 28 au matin, il y a eu 5 vitrines pétées.
Au cours des les trois derniers jours, les 3 jours qui ont suivi, systématiquement, on nous parlait des putains de vitrines pétées. On avait beau dire, écoutez, additionner la valeur de toutes les vitrines, de tous les commerces de Montréal, ça équivaut pas à la vie d'une seule personne. Puis nous, on est là dans la rue pour dénoncer des politiques meurtrières de l'Organisation mondiale du commerce. Des politiques qui empêchent les gens qui meurent du sida, du paludisme, de la tuberculose d'avoir accès à des médicaments qui existent. Donc ça nous prouve encore une fois que les médias, que ce soit les médias corporatifs ou même les médias publics au Canada, sont des complices de l'idéologie meurtrière, de l'idéologie capitaliste, l'idéologie dominante. C'est donc à la suite de ce G20 à Montréal que Patrick fondera aux côtés de bénévoles l'un des premiers réseaux de convergence d'information des plateformes de justice sociale au Québec, qui se nommera donc la CEMAC, dont l'adresse email que nous avons vue tout à l'heure. La CEMAC, le Centre des médias alternatifs du Québec, était donc la première grande plateforme de convergence des médias de gauche du Québec, où les informations et articles qui s'y retrouveraient étaient disponibles pour être republiés sur tous les sites anarchistes, communistes et progressistes de gauche de l'époque. Plateforme dans laquelle Patrick va aussi fréquemment publier sous le nom d'utilisateur PatC. Alors qu'au fil des années, la CEMAC grandissait, Patrick s'est aussi ouvertement associé au groupe de la CLAQ. Tu sais, le groupe extrémiste communiste de Marc-André Cyr, qui définit la violence comme légitime tant que c'est pour faire valoir ses propres idéologies politiques. Mais cette jeunesse-là, effectivement, elle se dit stigmatisée, elle vit la pauvreté, elle ne considère pas que les pétitions ou le vote ou des moyens de cette nature peuvent améliorer ses conditions. Pour l'instant, donc, la violence, peut-être après les discussions. On verra. Espérons-le. Moi, de toute manière, là, je te le dis, les gens de la classe C, parce que ce sont toujours eux qui organisent les manifestations, on le sait, là, la majorité sont toutes appartiennent à tous des groupes crépuscules, d'extrême gauche que vous pouvez pas avoir au Québec, là. Fait que c'est pas bien compliqué, là. Pour moi, je trouve que c'est des dangereux. OK? C'est des groupes minimes qui représentent l'extrême gauche, qui sont prêts à tout pour essayer de faire passer leur message. Oh, by the way, disons que notre cher Marc-André Cyr semble aussi être un bon ami de Safat Chebi. Tu sais, celle qui a organisé la manifestation, là? Ah oui, puis aussi Jawad Largue aussi. Lui aussi, sont ben chum, hein? Mais bon, j'imagine que d'affirmer que tous les groupes ayant participé à cette manifestation-là se connaissent tous entre eux-mêmes est une conspiration du complot, n'est-ce pas? On le sait que toi et ton coloc de la classe C, sa sœur à ton coloc travaille pour Amir Kadir. On le sait très bien qu'une avocate qui a défendu contre le projet de loi 78 et contre les injonctions et milite également pour Québec solidaire. On sait que Camille Robert, son association étudiante de l'Université du Québec à Montréal, ont donné de l'argent et ont subventionné des groupes, antifascistes et antiraciales qui s'appellent le RASH, le Red and Anarchist Skinhead, le Montreal Sisterhood, le SHARP, qui sont des groupes extrémistes gauchistes. Arrêtez, là. Arrêtez, s'il vous plaît, là. Oh, excusez-moi. Camille Robert, vous dites? La même extrémiste qui s'est adonnée à se pavaner aux côtés de Safat Chebi? Tu sais, encore celle qui a organisé l'événement? La même militante féministe et aussi membre de l'AC, qui nous a très bien démontré par l'évolution de son physique depuis 2012 que le féminisme moderne est l'idéologie la plus ravageante pour les femmes de la société québécoise. Évidemment, le fait que ces gens se connaissent tous entre eux-mêmes et prônent presque tous des groupes violents doit absolument être une coïncidence. Revenons à notre sujet. Il faut attendre 9 années plus tard, soit en 2009, pour qu'un événement historique soit annoncé qui attira grandement l'attention de notre petit anarchiste, le sommet du G20 à Toronto. C'est donc en compagnie de 20 organisateurs, dont Jaggi Singh, que Cadorette Incorporé mobiliseront les groupes les plus radicaux à travers le Canada pour la manifestation du G20. Tous des groupes ayant des liens directs avec la CEMAC.
Évidemment, son astuce, on la connaît tous. C'est la même que notre bon chum Jaggi Singh. Ces gens organisent et mobilisent volontairement des groupes violents dans le but que ces derniers puissent, par des actes de terrorisme, pousser leur idéologie politique. Par la suite, lorsque ces derniers causent du grabuge et de la violence durant leurs manifestations, les organisateurs ne font que déclarer qu'ils ne sont que des participants et qu'ils ne peuvent pas parler des actions de tous les manifestants présents pour ensuite s'en sortir indemnes. Mais d'abord, je suis pas au centre de ce qui se passait au Québec, j'étais un participant. Deuxièmement, j'ai pas un groupe. J'étais un simple participant. Non, je peux pas parler de chaque geste qui se passé, ok? Mais je peux dire que je suis pas ici pour dénoncer des camarades. Par contre, ce plan n'a malheureusement pas fonctionné en 2010 puisque quelque chose de vraiment malencontreux s'est produit. Ça n'a pas culminé, mais un élément de ça, un élément important de ça, c'est les accusations de complot qui ont été portées contre initialement une vingtaine de militants, d'organisateurs du sud de l'Ontario et quelques-uns du Québec également, dont moi. Et puis, c'est ça, il y a eu des arrestations préventives. Donc, comment ils ont été capables d'identifier les organisateurs, organisatrices de Southern Ontario Anarchist Resistance? Eh bien, il y a eu une opération d'infiltration qui avait commencé là, presque 2 ans plus tôt. L'organisateur de la claque et propriétaire de la CEMAC, Patrick Cadorette, ainsi que Jaggi Singh ont été au final accusés de complot et ont tous les deux dû verser une somme d'argent à la police. Par la suite, tous les deux ont été soumis à la même condition de libération. Interdiction d'entrer de nouveau en contact avec leurs co-accusés. Je répète, interdiction de rentrer en contact avec leurs co-accusés. Tu sais, là, la condition que si Jaggi brise, Amir Kadir est dans l'obligation de payer 75 000 $ à la police. Et c'est ainsi que Patrick Cadorette disparut à jamais de la surface du web. Heureusement, notre cher caporal-chef était à Concordia le 30 octobre dernier, avant la manifestation à la colle, pour remettre un peu de piquant dans cette histoire. Bonjour les antifas. Je voulais juste vous dire un petit coucou, savoir que comment mes petits choux allaient. J'espère que je vous ai pas trop manqué et que vous avez eu toutes sortes de belles activités à faire, comme colorier des arcs-en-ciel, jouer aux licornes, puis jouer à touche pipi, puis à rendre quelque chose où est-ce que je pense. À part de ça, qu'est-ce qu'on a j'allais dire? Ah ouais, bon, je vous ai filmé l'autre jour. On s'est croisés, c'était sympathique, je vous ai trouvé super laid. J'étais allé vous filmer, vous vous souvenez, tu sais, je suis le gars qui faisait comme ça, là, quand vous me prenez en photo. Ça tombe qu'on a eu des belles petites shots, qu'on a compris bien des choses. En gros, je vous explique un peu qu'est-ce qui est arrivé. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait un petit peu de repérage pour voir quelle était la situation. Je me suis aperçu que les autobus arrivaient face à l'Université Concordia pour faire changement, pour ensuite aller un petit peu plus loin, observer de l'autre bord de la rue qu'est-ce qui se passait, et j'ai vu des policiers, donc j'ai choisi d'aller m'installer derrière eux, question d'avoir du monde de confiance devant moi. Puis bon, j'ai observé la scène, j'ai filmé, j'ai vu qu'on avait lancé de la peinture verte. Comment de la peinture verte? Fait mieux la prochaine fois. Et j'ai vu du monde en train de charrier des caisses de bière sans savoir trop qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai vu notre ami patriote, patriote, anti-patriote qui a brûlé le drapeau. Tu sais, le gars qui s'en fout que l'autre serait mort. Are you okay with this man? What's that? He's holding a Quebec flag. They almost kill him. So? J'ai vu Jaggi Singh et j'ai vu d'autres personnes et qui sont venus m'interpeller parce qu'ils sont aperçus que j'ai filmé. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais pas? Ah, rien, tranquille. Monsieur! T'as-tu pris des photos de personnes? Prends des photos de nous, monsieur. Prends des photos de nous. J'ai rien fait, monsieur. Moi, je suis juste assis tranquille ici, hein. Et eux, ils viennent m'agresser, là. Ils sont venus essayer de m'intimider à deux. Ça n'a pas trop marché parce que j'étais derrière la police. Puis ils sont partis puis ils m'ont foutu la paix. Et j'ai pu continuer à regarder ça. Une fois que j'avais plus de batterie et puis que c'était pas mal de plate de regarder une gang de bozos se donner de l'importance, je me suis dit, je vais y aller. Et au loin, j'entends une voix qui me dit, fais attention à toi! J'ai vu un homme barbu avec des lunettes, habillé en noir, casquette noire, petit manteau noir. Et je me retrouve à avoir appliqué ton conseil. Et nous avons pris le temps de faire très attention à toi. Fait que c'est ça. Je vais laisser pas mal de clubs faire la suite parce que j'ai eu une belle activité. Je pense que vous savez où on veut en venir. Avant de commencer, il est important de noter que Jaggi Singh, durant la manifestation de la colle, a
avaient souvent tendance à se tenir près du même personnage entièrement masqué. Réunis pour soutenir les personnes migrantes et dénoncer le racisme. Et c'est autant une présence symbolique que concrète. C'est un message d'accueil pour les réfugiés et aussi on est là aujourd'hui parce que des groupes d'extrême droite comme Storm Alliance sont venus pour intimider. Et on est là pour dire que c'est pas correct. Le militant bien connu de gauche, Jackie Singh, s'est joint au groupe. Vous voyez, s'est joint au groupe. Vous voyez. Il s'agit bien de Patrick Cadorette. Patrick Cadorette, en train de prendre part à une manifestation organisée par Jaggi Singh, malgré une stricte interdiction de la cour. En effet, il est facile de prouver que l'homme masqué qui fut filmé par TVA est le même Patrick Cadorette que Caporal Chef a filmé durant leur embarquement, puisque les deux individus portent la même casquette, sont munis des mêmes accessoires et la même pin Antifa sur leur sac à dos et du même zipper et logo sur le côté gauche de leur manteau. Pour ce qui est de l'individu en question, il est très facile de distinguer les mêmes poils blanchâtres au niveau du menton, la même forme naturelle de sa barbe et la même forme de tête pouvant soutenir les mêmes lunettes soleil. De plus, ceci est sans compter le fait que les deux individus possèdent exactement les mêmes formes corporelles et que même les sites web de reconnaissance faciale identifient les mêmes photos comme étant à 85% semblables. Hey, Patrick, tabarouette, tout un score, hein? J'imagine que c'est une coïncidence, ça aussi. Personnellement, en plus, toute ma vie, on m'a toujours dit que je ressemblais à McLovin, puis pourtant, le même site internet nous donne seulement 64% de ressemblance. Encore une autre coïncidence. Ah pis tiens, regardez donc qui se tient avec lui. Si c'est pas notre petite victime préférée, Julien Crête-Nadeau. C'est le manifestant violent qui ne se gêne pas de sauvagement frapper des caméramans. La même petite victime qui a dû forcer 5 agents de la STM à se mobiliser pour l'arrêter puisqu'il refusait de les suivre après qu'il n'ait pas payé son 3$ pour le métro. Shit, motherfucker, man. Fuck, man. Oh shit, motherfucker, man. Trois genres de Storm Alliance. On le voit même sur les vidéos. On le voit même sur les vidéos. Même du public qui sont fiers de l'avoir fait. Donc, carrément traîné au sol, fait virevolter ses lunettes, frapper quelques coups. Aucune arrestation. Donc, c'est aucune. Puis malgré ça, on est resté vraiment On n'était plus capable de discuter de manière sereine dans l'espace public de ces questions-là. Ah tiens, le voilà aussi en compagnie des organisateurs de la manifestation et ici en compagnie de Marc-André Cyr. Voici l'état dans lequel le Québec se trouve présentement. C'est maintenant rendu que ce sont les gens les plus racistes qui viennent dans notre pays nous traiter de racistes. C'est maintenant rendu que ce sont les personnes qui partagent les idées les plus discriminatoires qui viennent dans notre pays nous traiter de pays discriminatoires. C'est maintenant rendu que ce sont les groupes les plus haineux qui viennent dans notre pays nous traiter de pays haineux. C'est maintenant rendu que ce sont les mêmes personnes qui organisent des manifestations terroristes, qui organisent des manifestations anti-québécoises sous le nom de manifestations contre la haine. Parce que, tu sais, soyons honnêtes, là. C'est pas comme si Patrick Cadorette ne s'était pas présenté sur place pour organiser la manifestation du 12 novembre, tout en portant le bandage rouge d'organisateur sur son bras gauche. Non. Non, absolument pas. Rapidement maîtrisé par le corps policier qui est présent, puis effectivement, le corps policier est aux aguets, puisqu'ils ne sont pas au notre traitement, en fait,
Tout ceci est sans oublier le fait que le site web montréalantifasciste.info de Patrick Cadorette est directement associé au site web montrealcounterinfo.org, site internet qui encourage et littéralement promouvoit ouvertement le vandalisme du magasin du citoyen Robert Proulx. Il y a encore aussi une dernière chose à prendre en compte. Le site web de Convergence CEMAC, appartenant anciennement à Patrick, fut fermé puis archivé en 2012. Évidemment, ça serait surprenant que cet homme ait tout simplement abandonné l'idée de gérer un média gauchiste alternatif de convergence. Donc, puisque montrealcounterinfo.org est lui aussi un site de convergence, la question se pose. Pourquoi le premier article de Montreal Counter Info fut-il publié seulement quelques mois après la remise en liberté de Patrick Cadorette? Et surtout, pourquoi est-ce que ce premier article de ce site traite-t-il des arrestations du G20? La convergence, gérée par les leaders de ces mouvements racistes, est la seule raison pourquoi ce genre de manifestation-là réussit à avoir lieu. Sans cette convergence et sans ces leaders, parce que oui, ils sont des leaders, cette manifestation et tous les gens qui y participent, tous les groupes qui y participent, ne sont absolument rien. Alors il serait peut-être bien de passer à autre chose et de commencer à faire comme ce que Radio-Canada nous l'a si bien proposé et de commencer à avoir un débat constructif. Hey, nous sommes de retour au Journal du Soir en cette fin d'émission. Je vous rappelle que vous venez d'entendre DMS, McLove et Caporal Chef. Encore une fois, vidéo très réussie. Et quand on a commencé à écouter cette vidéo, il y avait 494 vues. 494 personnes qui étaient allées voir la vidéo. Ça, c'est il y a 40 minutes à peu près. 40 minutes plus tard, 494 personnes qui ont regardé le montage. Eh bien, j'attends de vous donner le chiffre parce que c'est... Mon ordinateur me donne le chiffre à l'instant. 494 vues il y a 40 minutes. 40 minutes plus tard, 997 000 personnes sont allées voir cette vidéo ce soir. Il a été publié il y a disons, une couple d'heures, là, 2-3 heures. C'est notre collègue Martin-Joseph Lamontagne qui m'a informé de ça tantôt. Merci aux gars des Chiens Fous ce soir. Éric Dubé, François Bénard, Christian Derry, Claude Veilleux. Merci à DMS. Merci aussi à... Attendez, là, il faut que je la retrouve. Geneviève Tardy. Geneviève Tardy qui a composé un petit texte. C'était fort intéressant. Je vais le partager, ce texte. Il est vraiment bon. Merci aussi à Jean-Marc Drolet qui était à la console et il nous a permis de parler tous ensemble ce soir de 21h à 22h. La gang des Chiens Fous et nous du Journal du Soir. On remet ça demain soir, 21h30, dans cette fois avec Max Bradette et tout ça pour débuter à 19h30. Ne manquez pas le point de bascule en compagnie d'Alexandre Cormier-Denis et de Richard Lehir. Tout ça sur radioinfocité.com. Merci d'avoir été des nôtres ce soir encore une fois. Et on recommence ça demain soir. Salut tout le monde. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.